Alors, toutes les solutions auront jusqu'ici été envisagées pour tenter une sortie de crise. À l'instant même, se retrouve dans les zones anglophones du pays toute une batterie d'élites qui ont donc été mobilisées, comme on l'a vu depuis hier, par les soins du chef du gouvernement. Monsieur Yann Filemon, qui semble faire preuve de bonne foi cette fois-ci, puisqu'il consulte, demande aux uns aux autres de lui faire parvenir leurs préconisations afin que celles-ci puissent être mentionnées dans un rapport général qui sera donc transmis, a-t-on appris, au chef de l'État. Sauf que ce dernier, le chef de l'État, est toujours porté disparu. On ignore les raisons de son absence prolongée jusqu'à ce jour. Monsieur Paul Biya n'est pas retourné au pays, mais revenons un tout petit peu sur l'objet de cette mission pour laquelle le gouvernement a donc amené l'élite essentiellement anglophone aujourd'hui parmi les chefs traditionnels, l'ancien ministre, député, sénateur. Et du coup, on a envie de se rappeler de ce qui s'était produit à la date du 1er octobre dernier, lorsque le comité central du RDPC avait aussi imaginé dans la même occasion de procéder par des marches de soutien. Et au passage, on évoquera également cette autre marche imaginée par l'ambassadeur du Cameroun en Suisse. Eh bien, les ambassadeurs s'en mêlent aussi de toute cette affaire-là. Même Samuel Mvondo Ayolo, qui est en France, a donné sa part de vérité sur la question. Mais toujours, aucune véritable voie de solution, de sortie qui soit crédible et qui emporte l'adhésion de tout le monde. Mesdames, Messieurs, la crise anglophone a atteint les cimes et jusqu'ici, des personnalités au rang desquelles Edith Kabanwala demandent à ce que plutôt l'Union africaine ou plutôt quelques autres leaders importants de la scène africaine viennent nous aider à régler nos problèmes. Merci. Voici le Zénith, émission d'utilité publique. Bienvenue à tous. Bienvenue à vous, Charles Amenbach. Bonjour. Bonjour, Sam Sévérin Ango. Et bonjour, Ali Bom Liliken. Madame le ministre, on veut savoir, que se passe-t-il avec la connexion? Pourquoi ne parvient-on pas à appeler? Pourquoi ne parvient-on pas à avoir accès à nos comptes? Vous avez tout permis et aujourd'hui on se retrouve déboussolé. 2 jours à avoir des difficultés pour appeler et rentrer dans son compte. Que se passe-t-il? Bon, voilà peut-être la question. Je ne sais pas si c'est à la ministre Charles Amel qu'il faut l'adresser, mais c'est vrai, vous faites bien de le dire parce qu'elle est à la tête du département concerné. Aujourd'hui, il y a tellement d'administrations qui sont impliquées dans la question des télécommunications au Cameroun. Peut-être l'agence des régulations des télécommunications devrait nous en dire davantage aussi, au-delà même du rôle que peuvent jouer les entreprises qui sont essentiellement concernées au premier chef. Mais vous faites bien d'interpeller Mme Libon Lilican qui supervise tout ceci. Bienvenue à vous, Megui, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. On va, dans la revue des réseaux sociaux ce jour, parler de beaucoup de choses. Entre autres, qu'est-ce qu'a fait Calixte Beyala, l'écrivaine? C'est quoi son actualité? Vous en saurez plus. Qu'est-ce qui se passe concernant la crise anglophone? Alors, quels sont les rebondissements, les agissements des acteurs de cette crise-là ces derniers jours? Vous en saurez plus, entre autres. Et c'est juste dans quelques minutes. Voilà l'actualité de nos people, de nos stars. Vous pouvez la retrouver dans la revue des réseaux sociaux ainsi que toutes les autres informations qui ressortent de cette rubrique lorsqu'elle interviendra tout à l'heure. Il y aura aussi la colère de Charles Armel. On va accueillir Mbombok Bengan. Bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le Premier ministre qui est rentré encore dans le chaudron de la crise anglophone. Hier encore, on a chassé les journalistes pour qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de la salle. Merci, mais les informations font état de ce qu'on a dit au chef de l'État. Ce n'est pas vous qu'on attend ici, c'est le chef lui-même. Vous n'avez pas de solution. Voilà, on a dit au Premier ministre, semblez-vous vouloir dire, voilà, donc, puisque c'est le Premier ministre que vous avez interpellé. Tout à fait. Voilà, donc, ils disent qu'ils attendent beaucoup plus le président lui-même, c'est ça? Tout à fait. Ils attendent le président de la République. C'est lui qui a les clés de la solution. Ce n'est pas lui, le Premier ministre. Très bien, surtout que lors de précédentes missions similaires, Yann Filemon et tous ceux qui l'ont accompagné n'avaient pas abouti à la bonne solution. Hein, voilà. On va démarrer ce programme avec véritablement l'histoire du jour. Et voici venu le temps de tendance. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à Tata Jackie. Tata Jackie, tiens bon. C'est la vie, ça arrive, c'est les étapes de la vie. Megui, oui. Tata Jackie est en train de perdre le poids. Je t'ai demandé de prendre un peu le poids. Parce que quand tu perds le poids comme ça, si on commence à dire que tu as le sida, ne m'appelle pas. Tata Jackie a maigri, elle me dit, je vais faire comment? Donne-moi les conseils. Femme au foyer, tendez bien vos tympans parce que
Après, on m'a dit que qu'est-ce qu'un avait dit. Je dis ce qui se passe. Si vous la voyez, c'est d'abord une belle femme, ça. Mais sauf que la mère, elle a perdu le poids. Si tu fais comme ça, elle va tomber. Ma chérie, ne donne pas l'occasion aux gens de dire de n'importe quoi sur ton nom. Elle, que s'est-il passé? Au départ, elle travaillait bien. Tout allait bien dans son foyer, Megui. Elle avait partagé les tâches au départ, les charges. Son mari payait la maison et la lumière. Mais elle est rationnée. Quand elle travaillait bien, elle est rationnée. Elle s'occupait des répétiteurs des enfants. Tout ça. Mais sauf que ça fait 3 mois, elle ne travaille plus. Son mari est devenu le caméléon. Même pour lui donner 1 franc. 5 francs comme ça, la somme. Voilà un billet de 500. Si elle a besoin de 500 francs, comme ça, elle dit que ouais, pardon. Je veux 500 francs. Pour que l'homme donne, il faut d'abord qu'il parle sur l'argent. Il parle d'abord par ressources. Et tu ne sais pas que tes égos travaillent. Tu fais quoi à la maison? Et moi-même, je travaille quoi? Est-ce que je fabrique l'argent? Elle le parle. Elle me dit, hier, elle m'a montré la greffe. Une greffe qui a tapé 1 mois sur sa tête. Que depuis, elle dit à son mari que ouais, pardon, est-ce que je peux aller me coiffer? Il dit oui, qu'il n'a pas l'argent. Maintenant, elle est en train de demander vos conseils. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire parce que son mari a changé, elle ne comprend plus rien. Quand elle dit que ouais, l'argent de baigner des enfants, il commence, donc il la regarde du pied jusqu'à la tête. Après, il fait. Je donne même d'abord comme ça là que, est-ce que je travaille l'argent? Hein? Je donne même d'abord comme ça que je fabrique l'argent. C'est toi qui travailles l'argent à ma place. Ça aussi de la maison, tu vas travailler. Donc elle est stressée. Elle a besoin de vos conseils. Est-ce qu'on doit vivre? Il y a un grand mot en français, la bombe, ça ne vient pas. Est-ce qu'on doit vivre le calvaire dans son foyer quand on a perdu son emploi? Point d'interrogation. À vous la parole. Très bien. Et disons que l'inverse sera possible également si on peut se poser la question quand l'homme perd son emploi. Mais revenons sur le cas de la dame qui se retrouve aujourd'hui sans emploi. Ça nous permettra peut-être de rentrer davantage dans le fond de cette problématique. Même la femme a-t-elle vocation à travailler à tout prix d'ailleurs? Non, Sam, je réponds de manière, j'allais dire, solennelle. Non, elle n'a pas le droit de travailler. Elle peut travailler. Elle n'a pas l'obligation. Elle n'a pas l'obligation de travailler, même si elle est agrégée en agrégation ou docteur en doctorat de quoi. Elle n'a pas l'obligation de travailler. Maintenant, si elle travaille, elle vient en appui à son mari. Elle vient en appui à son mari. Voilà comment devraient être organisées les choses. Mais comme nous sommes entrés dans la civilisation occidentale, vous allez vous rendre compte, depuis que le blanc est arrivé chez nous, la femme a commencé à terroriser ses avoirs. C'est-à-dire, l'argent de la femme, c'est pour elle. C'est l'argent de l'homme qui est et pour l'homme, et pour la femme, et pour la famille, et pour sa belle famille. Comme ça qu'elle règle. L'argent de la femme, c'est pour elle. Même pour ses enfants, c'est par, j'allais dire, magnanimité qu'elle peut même acheter les bonbons à ses enfants, alors que ce sont ses enfants. Elle va dire, mais tes enfants, votre père ne m'a encore rien donné. En fait, j'imagine que cette femme a fait vivre le calvaire à son mari. C'est pour cette raison que, comme nous les hommes, nous n'aimons pas trop parler, nous n'aimons pas toujours extérioriser ce qu'on subit dans le foyer, et celui-ci, bon, il procède par cette méthode-là. Donc, d'entrée de jeu, vous tentez de disculper cet homme, oui. Un homme qui fait vivre le calvaire à son épouse parce que celle-ci a perdu son emploi. Parce que l'homme, lui... une telle attitude quand même. Tout à fait, non, parce que l'homme, lui, n'a jamais dit, il n'a pas dit ce qu'il vivait quand son épouse travaillait. Mais est-ce qu'il a le droit de lui rétorquer sa confiance? J'ai dit non, là c'est pour ça que j'ai dit non, ce n'est pas une bonne attitude ça quand même, mais il faudrait être au-dessus, et c'est dire que bon, maintenant où tout me revient, je vais considérer que mon épouse n'a rien, mais qu'au moins pour elle, pour les enfants, c'est moi qui dois subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille, je dois m'organiser autrement. Maintenant, et reprocher à son épouse ces écarts de comportement quand elle travaillait en lui disant non, chérie, quand tu travailles, tu sais bien que voilà comment tu fais. Aujourd'hui, comme c'est la seule poche, j'ai une seule main, et habitue-toi à ce genre de comportement à tel autre. Bon, c'est vrai qu'on ne nous a pas dit exactement comment le couple fonctionnait du temps où la femme travaillait. Regarde ça, on les appelait au quartier Roméo et Juliette. Voici le nom. Voilà, donc c'était les amoureux Roméo et Juliette que tout le quartier connaissait. Maintenant, quand monsieur passe, on fait tout le concours. Madame passe, on fait le concours derrière. Donc ça ne va vraiment Parce que monsieur, lui, ne se plaignait pas. Lui, il ne se plaignait pas. Ça allait bien. Madame prenait son argent, elle envoyait sa belle famille, faisait ce qu'elle voulait. Monsieur ne se plaignait pas. Ok, très bien. Mais Guy, en tel cas de figure, comment est-ce que vous l'appréhendez à première vue, finalement, la femme qui
subit ainsi le martyre du fait qu'elle ne se retrouve plus en situation d'employabilité. Comment est-ce que vous réagissez à l'attitude d'un tel homme, finalement? Mais Sam Sévérin, c'est le calvaire que subissent la majorité des femmes qui n'ont pas d'emploi dans des foyers. Elles sont méprisées, elles sont traitées de consommatrices, elles sont reléguées au plus bas niveau de la femme qui ne sert à rien, qui est rendue au même niveau qu'un objet dans des foyers. Il y a encore très peu d'hommes qui ont cette conscience-là, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, la femme n'a pas le droit de travailler. C'est écrit où que la femme n'a pas le droit de travailler? Disons qu'il a corrigé, il n'a pas l'obligation forcément. Donc c'était pour dire que même l'homme ne travaille pas, elle sera toujours bien traitée, encadrée par son époux. Même l'homme n'a pas l'obligation de travailler, si on veut le prendre comme ça. Si sa femme travaille, il n'a pas l'obligation de travailler. Tout le monde... Que dit la loi, le code civil en matière de mariage et de on va dire... Le code civil n'a jamais dit que la femme n'a pas l'obligation de travailler. Il n'y a aucune clause qui le dit. Le code civil dit que c'est l'homme qui survient aux besoins oui, de la famille. Charge du ménage. Il survient aux charges du ménage, mais ça ne veut pas dire, puisque le même code civil dit, au cas où la femme travaille, elle doit être en appui pour son mari. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'obligation de travailler. Au cas où. Non, mais au cas où, c'est une situation de la vie. Aujourd'hui, vous pouvez travailler, demain, vous pouvez ne pas travailler. C'est des choses, c'est des situations de la vie qui amènent les uns et les autres à pouvoir travailler. Même, il y a des situations où un homme peut dire à sa femme, chérie, j'ai suffisamment de moyens, tu restes à la maison. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce serait même une bonne chose pour des femmes qui veulent rester auprès de leurs enfants. Ce serait une bonne chose. Mais il faut dire que aujourd'hui, au vu des mentalités des uns et des autres, les femmes, ça peut même être de façon involontaire, mais sont contraintes aujourd'hui d'aller elles aussi travailler pour se prémunir, pour mettre des garde-fous, pour se sentir épargnées de certaines humiliations. Aujourd'hui, on vous dit, en Afrique, la femme ne doit pas travailler, c'est l'homme. Mais est-ce que vous, les hommes africains, vous êtes assez matures, justement, pour demain ne pas dire à votre femme que toi, tu es une consommatrice? C'est vous qui poussez les femmes à aller travailler à tout prix. Je n'ai pas dit seulement en Afrique, même en Europe, la femme n'a pas l'obligation de travailler. Je parlais pour le monde. Tout à l'heure, vous avez accusé l'occidentalisation. Parce que vous n'avez pas su voir que là-bas, ça a dérouté. Laissez les Blancs tranquilles. Laissez les Blancs tranquilles. Vous n'allez pas prendre tous vos manquements ici et les mettre sur le dos des Blancs. Ça, c'est ramener l'Africain au même niveau que le mouton qui suit ce que l'autre fait sans réfléchir, à quelqu'un qui n'a pas de jugeote. Les Africains réfléchissent, ils savent distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc, laissez les Blancs tranquilles. Laissez les Blancs tranquilles. Les hommes noirs se comportent mal parce que l'occidentalisation a fait que. Les femmes noires se comportent mal, l'occidentalisation a fait que. Pourquoi vous laissez que ce soit les autres qui influencent votre comportement et que ce ne soit pas le contraire? Après, vous vous plaignez quand on vous traite de Charles Amen Bachou, est-ce qu'on doit parler d'humiliation dans un couple en réalité? Puisque en matière de travail, je crois que chaque couple définit ses priorités. Si le monsieur ne souhaite pas que sa femme puisse travailler, je crois que ça relèvera d'un modus vivendi, d'une entente entre les deux. Donc forcément, il ne doit pas y avoir de scènes d'humiliation ou bien de moquerie en disant consommatrice, par exemple. Sam Sévérin, nous étions dans les années 1350, dans les années 1400, 1500, 1600, 1900, jusqu'à ce qu'on nous raconte que la femme ne travaillait pas. C'est l'homme qui rapportait tout. Le couple était tellement organisé que l'homme allait défricher le champ, nettoyer le champ, engager les travaux les plus durs, la femme allait semer. L'homme ne revenait que pour la récolte, semer et entretenir. L'homme ne revenait que pour la récolte. Donc les travaux durs depuis la nuit des temps ont été celles de l'homme et non celle de la femme. D'ailleurs, la Bible est claire. L'homme gagnera sa vie à la sueur de son front, tandis que la femme enfantera avec douleur. Je ne sais pas ce que Megui veut nous dire aujourd'hui. Peut-être nous perdons, nous sommes en train de nous perdre en conjecture, mais j'estime là, Sam Sévérin, que à ce moment et à ce niveau, nous avons de sérieux problèmes. Pourquoi? Voilà l'occidentalisation qui est arrivée. L'occidentalisation arrivant, pose à la femme que tout le monde est égaux. Tous les 8 mars, qu'est-ce que vous entendez? Égalité oblige. De quelle égalité parle-t-on? Premier point d'interrogation. Il fallait organiser financièrement le couple. Et je parie qu'à ce niveau, c'est là où ce couple a eu le premier choc.
l'organisation financière. Soit la femme touchait gros, soit la femme était imbue d'elle-même pendant qu'elle travaillait, soit, il faut le préciser, Sam Sévérin, la femme était tout simplement cachotière. Parce que tout porte à croire, au vu de la réaction de cet homme, que c'est la réponse du berger à la bergère. Très simplement, Sam Sévérin. Lorsque vous essayez de regarder, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un conflit. Un conflit entre les deux. Un conflit que l'homme savait gérer, que l'homme savait digérer en attendant le jour où. Et il se disait que Dieu te maintienne toujours comme ça, parce que le jour où tu vas fléchir, tu comprendras ce que ça fait. Donc il faut dire que dans les couples, il y a des petites rancunes. Il y a des petites rancunes que les uns et les autres portent. Il y a des petites rancunes qu'on garde en disant le jour où elle va faire l'erreur. Est-ce qu'on doit nourrir non, ce type de je ne suis pas. Non, Sam Sévérin. Sam Sévérin. Quelle est la considération que vous avez vis-à-vis d'une femme pour que vous attendiez le moment venu pour lui faire rabattre le caquet? Je ne sais pas. Sam Sévérin, c'est dans le malheur que l'on prend conscience des sévices qu'il a posés aux autres. Même dans une famille, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des gens, quelqu'un qui a eu l'argent pendant un certain temps, il est devenu imbu de lui-même, égocentrique, orgueilleux, violent, grossier. C'est lorsqu'il vient chuter qu'il réalise l'ensemble des dégâts qu'il avait posés et qu'il prend conscience. J'en viens, Sam Sévérin, pour vous dire que l'homme est fait de sang et de chair. Ça veut dire qu'à des moments, vous voulez surpasser, à des moments, ça vous rattrape. Et c'est là où est la plus grosse place du mariage, savoir se supporter. Donc, à ce niveau, je peux dire, l'homme a péché tout simplement parce qu'il a eu des ressentis, il a gardé, et ça a explosé à la fin. Donc, ils n'ont pas reçu cet accompagnement qu'il fallait. Voilà là où je l'homme qui fait subir à son épouse de tels sévices, je crois, lui-même ne trouvera pas de bonheur tendance. Parce qu'il n'y a pas de bonheur à faire souffrir votre épouse parce que vous êtes dans un couple, quelle que soit la raison. Ça, c'est une opinion. Vous ne savez pas s'ils ont vécu au départ. Non, Charles, mais il y a les signes qui ne trompent pas. Tu l'as rencontré, elle travaillait, vous vous êtes mariés. Donc je comprends. Tu étais derrière elle parce qu'elle travaillait. Ce que je vais dire aux femmes ce matin, maman, il y a des moments où Dieu ferme la mauvaise porte. Il vous ouvre la bonne porte. Quand il fait ça, ne pleure même plus, ne coule plus tes larmes pour lui. Parce que tu vas rester là, dire que waouh, mon mari m'insulte. Oui, s'il arrive même quand vous vous séparez, non, séparez-vous pour que tu sois même bien. Aujourd'hui, il est le caméléon. Avant, même pour aller aux toilettes, tu l'accompagnais. Même pour aller n'importe où, tu l'accompagnais. Maintenant, tu es comme la peste. Oui, je vais dire le mot peste là. Parce que les gens vont dire, qu'est-ce que tu peux écrire? Oui, je peux écrire peste. Je peux. Je sais pourquoi il dit ça. Donc, comme vous dites quoi? Quand ça ne va pas, parce que ça ne va pas. Il y a les signes qui... Quand tu peux être avec un homme, tu perds ton emploi, il commence à te traiter de tout. Pour te donner un frère, il faut qu'il bavarde. Ma chérie, calme-toi, tiens bon, ton vrai homme va être en route. Parce que le type là n'est pas fait pour toi. L'amour vrai, par là également, vous ne devez pas les encourager à se séparer. Tendance. Sam, tu connais ce que ça fait quand l'homme veut te donner un franc? Ça peut s'arranger, tendance. Ça va s'arranger comment? Quelle heure as-tu perdu le poids? Ok, Mbomok Bengan, est-ce qu'on ne devrait pas, comme tendance, fustiger tout de même l'attitude de cet homme-là? C'est vrai que vous l'avez déjà dit. Son homme en route. Bon, rappelons que la plupart des femmes également, lorsqu'il arrive que l'homme en vienne à perdre son emploi, se comporte à peu près de la même façon, sinon un peu plus durement aussi. Bon. Oui, Sam, je partage votre point de vue. Il faut réconcilier un couple qui risque de voler en éclats. Il faut les rapprocher davantage. C'est pour ça que nous avons dit, l'homme, non, vous avez ingurgité des choses, ce n'est pas le moment de les extérioriser. Vous pouvez le dire, même de manière, j'allais dire, ironique, pour ramener votre épouse à de meilleurs sentiments et penser à la famille. C'est à vous que revient, j'allais dire, l'épanouissement de la famille. Maintenant, Sam, lorsque nous parlons de l'occidentalisation, il y a certains... J'ai vu, j'étais invité à l'université de Douala dernièrement, justement, ce problème est arrivé. Écoutez, regardez quel a été le cheminement. Charles Hamel a parlé de l'Afrique tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu révolution industrielle en Occident, est-ce que la femme travaillait? Je vous dis non, la femme ne travaillait pas. Pendant la révolution industrielle, on vous parlait de Black Countries en Angleterre, ainsi de suite. Et la raison, c'était laquelle? Justement parce que la femme n'est pas vouée au métier. Non, la raison, c'était laquelle? C'est que la femme n'est pas vouée. Non, la raison, c'était laquelle? C'est que les hommes... Je vous donne la raison. La raison, c'est pas ça la raison. C'était laquelle? C'est pas ça la raison. Les hommes sont allés combattre et les femmes devaient rester. Et c'est elles, justement... Lors de la révolution industrielle. Voilà. Oui, c'était ça. La révolution industrielle. C'était l'une des raisons principales. La femme ne doit pas être... l'une des raisons principales. Non, non. La femme ne doit pas être exposée à des travaux beaucoup plus contraignants pour elle.
C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, vous l'avez dit, en vous inspirant On le sait, de la c'est Bible, l'homme qui est le chef de la famille. Je crois que c'est indéniable, hein. c'est même eux qui ont parlé du sexe faible. En réalité, on encadre la femme. Ce n'est pas pour dire qu'elle est sous-homme. Deuxième chose, la femme a commencé à voter quand en Europe? Lorsqu'on a commencé à parler de l'émancipation de la femme, c'est là où tout a chamboulé. Que veut dire émancipation de la femme? Et précisément, c'est 20 ans après que la femme elle-même a recadré son raisonnement. On lui a dit, vous êtes complémentaires, vous et l'homme, parce qu'elle est venue dire égalité, égalité. Il a fallu 20 ans pour qu'elle dise non, c'est égalité dans la loi. Bon, même là-bas, on vous disait, même dans les formations militaires, il a fallu un moment pour qu'on admette la femme. Précisément, c'est au regard de ce que Dieu, je veux dire de son statut physiologique que Dieu lui a donné. Ce n'est pas l'homme qui a créé la femme, quand même, mais on lui a donné la femme pour l'encadrer. Donc, j'ai dit donc qu'on a mal copié ces choses précisément parce que la civilisation occidentale est venue nous envahir. Il n'y a pas eu un contrat social pour savoir que non, mon père, si on Alors, fait ça. est-ce qu'on peut convenir presque tous ensemble sur ce plateau, y compris vous, Megui, que la femme, à la base, n'a pas fondamentalement vocation à avoir du boulot et que si c'est le cas, ce n'est qu'une valeur ajoutée, une plus-value tout simplement, dont la famille peut en profiter, mais ce n'est pas systématisé qu'elles doivent nécessairement travailler. C'est faux. Je ne suis pas d'accord parce que qu'est-ce que vous appelez boulot? À l'époque où les femmes ont dit qu'elles ne travaillaient pas, aller au champ, ce n'est pas un boulot. Aller au champ, vous savez de quoi je parle quand je parle de boulot? C'est-à-dire une activité lucrative tout à l'heure, on qui nous a fait dit qu'elle que a l'obligation de sortir tous les jours. Tout à l'heure, on nous a dit que vous êtes tout simplement contre l'indépendance financière de la femme parce que vous estimez que pour des hommes machos, ça vous permet de mieux les écraser. Vous prenez le mauvais côté de la chose. Non, je le dis et je l'assume ce que je dis. Parce que quand vous parlez de boulot, tout à l'heure, Mbomboka a mis ici le fait que parce que les femmes, même sur le plan physiologique, ne peuvent pas faire certaines choses. C'est pour ça qu'elles n'ont pas vocation à travailler. Je dis, le travail du champ, c'est un boulot. C'est un travail et qui demande de l'effort physique. Et même le travail de la ménagère aussi, c'est un boulot. C'est un boulot. Okay. Le commerce, c'est un boulot. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler d'une activité rémunératrice qui vous impose un emploi de temps. Maintenant, je vous ai très bien compris. Maintenant, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Je dis, aujourd'hui, quand vous voyez un jeune homme qui veut parler de sa fiancée, il en parle avec beaucoup de zèle. Quand il veut dire, elle est cadre dans telle entreprise de la place. Il est content, il est fier de le dire. Parce que pour lui, ça, je ne sais pas, ça rajoute... Vous avez dit un jeune homme, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Non, donc ne généralisez pas tout le monde. Je dis même les hommes. Ouais, les hommes en général. Tout ce que même Charles Hamel, tout ce qu'il a dit tout à l'heure là, vraiment qu'il soit franc. Qu'il soit franc. Je dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Quand ça vous arrange, vous vous vantez de ce que votre femme est ci, est ça, est ci, c'est une intello, c'est une ceci. Mais je suis désolée, vous ne pouvez pas prendre sur vous, vous envoyez vos filles à l'école. Pourquoi? Pourquoi vous encouragez vos filles à pousser leurs études, à faire des formations professionnalisantes? C'est pour qu'elles travaillent. C'est pour qu'elles travaillent, pour qu'elles puissent être indépendantes. Donc, je suis désolée. Non, c'est pour qu'elle puisse collaborer avec son mari. Ce n'est indépendant. Collaborer avec son mari de quelle façon? Ça veut dire venir en appui à son mari. De quelle façon? De la manière suivante. Attendez, par exemple, lorsque l'école des Blancs arrive chez nous, l'exemple nous vient, je pense, sous l'orage de Sédou Badian. C'est même la femme qui a parlé en public. C'est pour vous dire, premièrement, qu'en Afrique, on est choisi ici vers la femme. Ça s'appelle la Grande Royale. Et qu'est-ce qu'elle dit? On dit... C'est qu'on va perdre en allant à l'école, vaut-il ce qu'on va gagner? Oui, on va essayer d'aller conclure avec les messages de téléspectateurs sur le sujet. Et puis on prendra les derniers avis sur le plateau. Vraiment, on court après le temps aussi. Charles Hamel, d'abord avant les messages. Oui. Alors, je veux dire, Sam Sévérin, qu'un vrai homme en Afrique n'a jamais affiché sa femme. C'est encore l'occidentalisation. Ah bon? Parce que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est l'apparence, le comportement. C'est l'apparence, le comportement, la prestance de l'homme qui laisse entrevoir les qualités de son épouse. Quelle peut être sa femme? Celui qui est là, c'est une curiosité. Sam aujourd'hui qui est sur un plateau de télévision, quelle peut être sa femme? Mbombo qui est là, Charles Hamel,
on s'interroge parce que derrière chaque grand homme se cache une femme. Ceux qui exposent leurs femmes, je suis désolé, c'est encore un phénomène de l'occidentalisation, Megui. Je ne me vanterai jamais. Je ne me vanterai. Et c'est la raison pour laquelle le principe de polygamie est rentré pour ne jamais donner l'impression ou donner même l'apparence à qui que ce soit de connaître qui est la bien-aimée. Parce que qui touche la femme a touché le foyer, qui touche le foyer a déstructuré la famille. Donc j'en viens à cela pour dire, nous accusons l'homme. Parce que l'homme affaiblit. Je ne suis pas d'accord avec le comportement de l'homme. L'homme affaiblit. Et il affaiblit tout simplement parce qu'il n'a pas été bien entouré. Encore l'occidentalisation avec le phénomène de parrain et de marraine lors des mariages. Des parrains qui n'arrivent que lorsqu'il faut financer et disparaissent après le mariage. On ne les voit plus. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Je vais quand même rappeler aux téléspectateurs, puisque je connais les positions de nous trois, autant que nous sommes tous les trois hommes sur ce plateau. Nous ne sommes pas pour les femmes bling-bling forcément qui travaillent. On est même pour les femmes au foyer, si vous voulez savoir. Maintenant, moi, je dis toujours, si la femme vous amène, vous me dites que vous travaillez, bon, il faut que je sache quel est votre niveau de rémunération. Si c'est vraiment, comme on dit, pour les arachides, en dessous de 100 000 francs, je ne sais pas trop quoi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vous restez à la maison. Mais si c'est quelque chose de proprement rémunérateur, on voit si ça peut être vraiment pour le bien de la famille, sans que ça ne vous fasse prendre la tête, parce que la femme, à la base, doit nécessairement avoir en tête qu'elle est d'abord là pour le bien de son époux et pour le bien de la famille. Voilà. Est-ce qu'on peut donc enchaîner avec les messages? Il y avait pas qu'on même pas intérêt. Oui. Tu m'aimes, aime-moi de tout ton cœur. Pas que tu Tendance, rassure-toi, tous les hommes ne cherchent pas les femmes qui travaillent. Il y a les gars qui cherchent pas intérêt. Ils sont nombreux, ça veut calcul. Voilà. Le calculateur. Voilà, on a donc King et Jean-Claude depuis Strasbourg qui nous dit arrêtez d'accuser les Occidentaux. Ici, il est question d'entente. Si la femme ne travaille plus, l'homme assume, s'il vous plaît. On n'accuse pas, c'est précisément vous qui êtes là-bas. Vous ne devez pas savoir que, effectivement, l'Occident nous a envahis. Il faut savoir où on a glissé pour savoir comment rectifier, mon ami. Ok, donc l'attitude de l'homme est condamnable. Il a pour obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Humilier sa femme comme il le fait n'est pas sérieux de sa part. C'est Rodrigue qui signe ce message. La femme doit travailler pour participer à l'épanouissement de la famille. Alors, l'homme étant le chef de famille a l'obligation de prendre en charge sa femme, qu'elle travaille ou pas. Charles de Douala. Absolument. Mais sauf que l'argent de la femme, c'est pour elle. Voilà, la femme doit travailler pour le bien du couple et pour son épanouissement. Bonjour, je voudrais savoir si tout ce qu'on vit en Afrique, c'est toujours des Blancs, à cause des Blancs. Ben Tikiner vous insulte, c'est encore l'occidentalisation. Jules depuis Yaoundé. Parce que vous êtes allé à l'école des Blancs, vous vous êtes trouvé dans une situation hybride. Ce que les téléspectateurs veulent dire, c'est qu'à force d'utiliser le terme occidentalisation, on va finir par le galvauder et le sortir vraiment de... Parce qu'on ne peut pas tout renvoyer, je suis d'accord avec sachez que vous avez des initiés qui peuvent vous apprendre votre culture. Ce n'est pas en 2 mois, en deux secondes ici. Mais aujourd'hui, on parle français, on ne parle pas en langue... Mais justement, parce que l'État, justement, a été colonisé par les Français et les Anglais. Si on se parlait, on n'avait pas mis une langue nationale. Savez-vous qu'il y a des gens, des couples qui se couchent sans se dire bonne nuit, qui se lèvent sans se dire bonjour? J'ai dit bonjour, mais ce sont des Occidentaux. Mais en Afrique, ça ne s'est jamais vécu. Le principe, les règles élémentaires de politesse sont appliquées depuis le bas âge. Combien de jeunes aujourd'hui cèdent le siège à leurs aînés? Sauf que chez les Occidentaux, même en entreprise, ça c'est vrai. Les couples en Europe, on ne se sépare quand on ne s'entend plus. Mais chez vous, ici, vous pouvez vous dire bonjour. Non, alors ce n'est pas... Non, ça c'est vrai aussi. Ce n'est donc pas une bonne chose. Voilà, c'est ça. Le taux de divorce. En Occident, voilà, il a parlé de l'Institut de Ben Sikin. Ça commence à la maison. Votre enfant de 6 ans, vous ne devez pas lui dire s'il te plaît quand vous lui demandez de l'eau à boire. Vous lui dites donne-moi de l'eau. Merci bien. Pourquoi je ne vais pas aller merci. On va refaire ce débat. Savoir dire. Ce n'est justement pas le savoir-vivre. On évolue à présent avec la colère. Ce mardi, on va aborder une des questions relatives au développement, à l'insertion des jeunes. Bon, les différents programmes qu'on a évoqués hier, on va les ressasser un à un. Et ce jour, on commence par ce qu'on appelle le PAGER U. Ça devrait vouloir dire Programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine. Voilà, avec Charles Hamel. Je m'interroge ce jour
sur la question du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine au Cameroun. C'était un programme destiné sur 5 ans qui devait aboutir à autre chose, mais qui finalement n'a pas traversé les frontières de Mbankomo à Yaoundé, mais qui ne s'est arrêté que dans le centre. Je m'interroge ce jour sur les différentes orientations des fonds mis à la disposition de ceux qui devaient le gérer. Je profite pour saluer le ministre Zachary Pérévé. À quoi nous aura servi la mise sur pied de cette affaire du PAGER-U? Puisque jusqu'à ce jour, de l'ouest au nord, du sud au centre, de l'est même, les jeunes continuent à voyager avec les motos dans les soutes des gros porteurs pour venir se battre à Douala et à Yaoundé. Pourquoi fuient-ils les villages s'il existait un programme d'appui à la jeunesse rurale? Je m'interroge. Peut-on se vanter de ceci que le PAGER-U aura atteint les objectifs recherchés par le chef de l'État? Est-il possible d'avoir la traçabilité des 5000 bénéficiaires 10 ans après son démarrage? Qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Qu'ont-ils rapporté? Point d'interrogation. Pourquoi n'a-t-on pas procédé à la publication complète des listes des bénéficiaires des subventions du PAGER-U avec leurs adresses et leur localisation des projets? Pourquoi est-ce qu'on connaît lorsque les programmes démarrent dans ce pays et jamais lorsqu'ils arrivent à leur terme? Comment comprendre la grosse contradiction qui existe entre le discours officiel du chef de l'État, qui est celui de l'auto-emploi, et les faits? Comment comprendre la grosse présence des programmes jeunes financés à hauteur du milliard, alors qu'on près de 2 millions de jeunes garçons et jeunes filles confondus, dont l'âge varie entre 15 et 30 ans, souffrent encore de la pauvreté? Callbox, bensikin, kiosque, bouquinerie, voilà ce que font les jeunes qui ragent des drains lorsqu'ils sont aidés par les communautés urbaines et les communes d'arrondissement, désherbage et défrichage en zone rurale. Est-ce ça le PAGER-U? Savez-vous que d'après les informations incomplètes de l'étude menée de 2007 à 2009, le PAGER-U a seulement placé 151 jeunes en emploi salarié pour un montant de 2,9 milliards de francs CFA, soit 7,55% sur un objectif de 2000 personnes. Savez-vous que les jeunes visés par le programme pour l'auto-emploi n'ont représenté que 0,20% de la population cible, chiffre dérisoire si on considère la masse réelle de placement en emploi et en auto-emploi? Savez-vous que la mise sur pied du programme PAGER-U évolue en extrême déphasage avec les objectifs de la stratégie nationale en matière de politique d'emploi? Savez-vous qu'il y a un décalage important entre le nombre de projets financés et la demande? Savez-vous qu'à Bouddha, par exemple, sur 110 projets soumis au programme par les jeunes, 10 seulement ont obtenu des financements au courant de l'année 2009, proportion d'environ 10% qui se sont retrouvés également en Konsamba, parce que Konsamba dans le Mungo a eu les mêmes problèmes. Savez-vous que le montant des financements accordés dans le cadre du PAGER-U était trop bas, ne permettant pas de réaliser des projets consistants? Comment comprendre la forte mobilisation et implication des fonctionnaires de l'administration publique dans les missions du PAGER-U? Savez-vous que le document de mise en œuvre du PAGER-U prévoyait que sa phase expérimentale devait s'achever en 2010 pour donner naissance au Fonds national d'insertion des jeunes, FONIJ, dont le budget essentiel devait provenir du revolving des fonds recouvrés auprès des bénéficiaires? Qu'en est-il à ce jour du programme FONIJ? Point d'interrogation. Comment comprendre que la pérennisation des programmes PIACI et PAGER-U soit à ce jour hypothéquée au regard des faibles taux de recouvrement? Comment comprendre que le PAGER-U lui-même ne soit pas arrivé à mi-parcours de son ambition si l'on se réfère au volume de consommation du budget pour la seule année 2011? Pourquoi ne pas avouer sans honte que le PAGER-U était un programme de dépannage ponctuel et non pas dans une stratégie nationale ou régionale d'emploi? Parce qu'enfin, pour un total de 7,7 milliards de francs CFA décaissés et 730 millions de francs CFA remboursés pour un seul cas, celui du PAGER-U,
on peut dire finalement qu'on s'est tous amusés et pour rien. En réalité, sous le renouveau, on dira en Bombok Bengan que la plupart des projets ne connaissent jamais leur aboutissement. On va rester encore dans la problématique des questions de jeunes. Donc, autour de ce programme, si on peut en faire l'évaluation, puisqu'on a choisi de commencer cette évocation depuis hier. Alors, le PAGER-U, qu'est-ce que vous en savez finalement? Je sais deux choses. Les deux choses, la première, c'est qu'il y avait déphasage entre ce qui est proposé et la réalité, le terrain. La deuxième chose, c'est que ça entre dans le cadre global de la politique du renouveau, c'est-à-dire la navigation à vue. C'est comme le Premier ministre qui est dans le nord-ouest, le sud-ouest, on sait qu'il va échouer. Donc lui, il va vous dire que non, il est inspiré par Jésus et Mahomet qui lui ont dit la nuit que vraiment il va réussir. Nous, on sait qu'il va échouer. Et c'est ça, on sait donc qu'il va échouer. On savait que ce projet allait échouer. Et pourquoi ce projet allait échouer? Ce n'est pas parce que nous sommes les rabat-joie ou bien nous avons une boule de cristal. Non, Sam, c'est précisément parce que lorsque le président Biya prend le pouvoir, je vais vous donner l'extrait du discours d'Ahidjo le 4 novembre lorsqu'il démissionne. Il dit: la proportion élevée des jeunes dans la population active signifie qu'un nombre important, rapidement croissant de ces derniers entreront dans les rangs des demandeurs d'emploi. Il faut naturellement leur trouver des emplois. Si ces nouveaux actifs ne trouvent pas d'emploi, ils iront grossir les rangs des non-d'emploi et des chômeurs. L'écart dans la répartition du revenu national pourrait alors s'aggraver et accroître des disparités sociales, craignant ainsi un environnement propice à la délinquance et aux tensions sociales. Voilà la feuille de route. Et pour qu'on n'en arrive pas là, Ahidjo confie au chef de l'État 3 projets qui devaient contenir les jeunes dans nos villages et entretenir ceux qui sont en ville et lutter ainsi ce qu'on appelle l'exode rural. Le premier consistait dans des projets agricoles qui devaient devenir des vastes agro-industries. Vous avez entendu parler sûrement du service civique national de participation au développement, dont le siège était à Bafang. Et les 2 projets phares qui encadraient ça, c'était le projet Bafang-Yabassi et le projet Konjok. Parce que le département de Nkam devait être le carrefour entre le littoral, où il est déjà, l'ouest et le centre. Or, le président Biya, il n'a plus tenu compte de ce projet-là. Le deuxième, c'était dans la plaine de Mbo, à Sanchou, dans le département de Sanchou. Il fallait créer un vaste champ agricole et surtout de vaste exploitation de riz, parce qu'il y en avait déjà dans la sèmerie. Et je me rappelle dans l'extrait du même discours de démission, d'ailleurs un discours qui a été abondamment répandu, je ne sais pas trop pourquoi, cette semaine dans les réseaux sociaux, Monsieur Ahidjo, pour vous relancer un bonbon, parlait des finances qui étaient saines lorsqu'il doit partir. Il laisse une économie en pleine expansion. Il a, à propos de la jeunesse, souligné que nous avons affaire à une jeunesse dynamique qui est imaginative. J'essaie de paraphraser, ce n'était pas exactement cela, mais c'est ce qu'il disait lorsque, au début des années 80, il partait du pouvoir. Oui, tout à fait ça. Mais le troisième, c'était dans le nord-ouest. C'est-à-dire dans 2 départements, dans le département de Mboui et dans le département de Ndonga-Mantoum. Il avait déjà pris 42 000 hectares pour faire et l'agriculture et l'élevage. Et comme vous disiez tout à l'heure, précisément parce que les techniciens qui devaient venir du centre universitaire de Tchang, avec les ingénieurs agricoles qui devaient sortir, les techniciens supérieurs qui devaient sortir de Dibombari et de Mbalmayo, mais davantage les techniciens qui venaient du centre universitaire de Ngaoundéré devaient donc encadrer. Et les 3 projets étaient déjà financés par le Fonds européen de développement. Donc l'argent était frais. Et un 18 juin 1983, le chef de l'État décide d'abandonner. C'est un peu comme nous dit encore dernièrement le directeur de la Caisse autonome d'amortissement, nous dit: nous avons déjà là 5 142 milliards de francs. Nous avons l'argent frais et qui attend seulement à être injecté dans le circuit de développement et on ne fait rien. Voilà, on préfère donc prendre un peu de sous et distribuer à des prébendes comme ça aux gens qui viennent applaudir dans les rangs de RDPC. Au-delà de la politique globale, c'est vrai que Mbombok nous a amené dans la méga structure même
l'esprit et la lettre du renouveau tel que les choses sont implémentées. Mais pour revenir à ce programme d'appui à l'insertion de la jeunesse urbaine et rurale tel que ça a été libellé, le PAGER U, quels sont les domaines sur lesquels Charles Hamel est revenu? D'ailleurs, j'aimerais qu'on rappelle ça aux téléspectateurs. Ces jeunes qui devaient être insérés, c'était dans quel domaine exactement finalement? Est-ce que, oui, Charles Hamel, vous pouvez aider Megui pour son développement? Dans le domaine de l'agriculture. Agriculture. Dans le domaine de le PAGER U, le domaine de l'agriculture, projet d'appui à la jeunesse rurale et urbaine. Rurale et urbaine. Rurale, c'était sur le plan de l'agriculture. Laissons la jeunesse rurale. La jeunesse urbaine, elle doit être insérée comment, à votre avis? Voilà, justement, on en a parlé hier de façon générale. Charles Hamel nous a exposé justement sa colère sur les programmes jeunes, c'est ça, les programmes d'aide aux jeunes, et le PAGER U qui en fait partie. Donc, c'est un programme, le PAGER U, qui repose sur l'agro-pastoral, ça il faut le dire. Maintenant, par rapport à la jeunesse en zone rurale, je crois que c'est un peu plus facile l'insertion des jeunes de la zone rurale dans ces projets-là, même si je doute fort des mesures d'accompagnement sur le terrain que l'État met en place pour ces jeunes-là. Mais en zone urbaine, je l'ai dit peut-être de façon un peu, je vais dire, superficielle hier, est-ce que les jeunes en zone urbaine sont intéressés? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'ils sont intéressés? Beaucoup ne sont pas vraiment... Non, le discours d'Aïdjo, lorsqu'il démissionne, laissait une jeunesse intéressée. Donc aujourd'hui, vous dites que notre jeunesse n'est plus du tout intéressée. Donc oui, les parce raisons que le discours du président Aïdjo, c'était en quelle époque? Est-ce que il y avait les mêmes opportunités avant qu'aujourd'hui? Je ne pense pas aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse le voilà, parallèle. Justement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Voilà, les jeunes ne sont plus... son discours était vraiment opportun à cette époque-là, parce qu'on voyait, c'était vraiment tout ce que l'environnement pouvait offrir de plus important. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien, 30 ans, presque une trentaine d'années après, les choses ont évolué sur le plan de l'industrie, de la technologie. Les jeunes ont d'autres visions. Beaucoup veulent faire des choses autrement. Donc, vous avez parlé hier du digital. Les jeunes sont de plus en plus intéressés par le digital, par le commerce, et même le commerce, il y a le type de commerce. Donc, ça devient un peu compliqué, surtout que des projets comme ceux-là, oui, qui sont louables, mais je dis encore, les méthodes d'accompagnement sont lesquelles? Sur le terrain, de façon réelle, de façon matérielle, qu'est-ce qu'on a comme logistique? Je ne sais pas. Les jeunes aujourd'hui peut-être seraient plus enclins à justement adhérer à ce genre de projet si c'était mécanisé. Ça, il faut le dire. Mais s'il faut retourner à l'agriculture en travaillant avec de la roue, en travaillant avec la machette, la daba, ce sera un peu compliqué. Ça ne va pas, excusez-moi, attirer grand monde. Voilà, tendance. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, je connais un peu ta position sur le sujet, puisque tu penses que celle-ci est une jeunesse quelque peu paresseuse, qui passe beaucoup de temps dans les activités mondaines, mais tout de même, il ne leur a pas été proposé très souvent ces dernières années des véritables opportunités, comme les dit Megui. Oui, Sam, je ne refuse pas, mais j'ai d'abord un problème. Parce que Charles Hamel parlait de l'Est tout à l'heure. Il faut voir comment ces jeunes-là conduisent les motos à l'Est, à Bétois. Tu vois un jeune qui a peut-être un bagage intellectuel, qui est sur une moto, il bâche 4 personnes, plus lui, ça fait 5. Parfois, il faut même le petit chauffeur, et sans casque. Vous croyez que si vous faites l'accident, vous mourrez là, vous allez dire que c'est le gouvernement? Non. Même si on ne vous suit pas et que vous conduisez les motos, conduisez avec prudence. À moins que je parle mal ou je ne parle pas mal, ça. Je parle mal. Non, mais on peut se demander, tendance, est-ce que la jeunesse qui est sur les motos fait partie du programme d'insertion des jeunes en zone urbaine? Est-ce qu'on a tenu compte de ceux-là qui s'adonnent à l'activité de moto-taximan? Le père les connaît. La dernière fois que mon père a fait le discours, il a dit, cher Benskiner, soyez prudent. C'est parce qu'il avait dit, Megui, il vous connaît. Donc, ça veut dire que le père n'accepte pas le vol. On ne peut pas se lever, mais on n'a pas construit Paris en un jour. Il y a les choses qui vont changer dans ce pays. Alors, quand le père quand il vous connaît, ça veut dire qu'il vous tient à cœur. Mais ce qu'il y a lieu de faire maintenant, que je vais dire qu'en 2018, quand vous le voulez ou pas, vous allez avoir les casques. Partout. Parce que quand vous faites des accidents, c'est nous qui perdons. Quand un Benskiner fait l'accident, quand un Benskiner entre sur le camion et qu'il meurt, c'est moi qui paie. Parce que c'est tout mon frère camerounais qui meurt. Il nous faut les casques dans ce pays. Et je sais que le père va vous donner les casques parce que vous êtes reconnus par lui. Si vous ne connaissez pas, il ne va même pas prononcer vos noms. C'est parce qu'il vous reconnaît. Et soyez aussi prudent quand vous êtes sur nos routes. Oui, Sam, voilà. Si tu permets en une seconde, Sam, non.
Parce que Megui a dit quelque chose tout à l'heure, je comprends qu'elle n'a pas vécu l'époque d'Aïdjo. Donc, ils font des analyses qui sont soutenues, mais il faudrait peut-être qu'on rappelle un certain nombre de choses. Aïdjo n'a pas seulement fait ce discours comme ça. Il avait prévu parce que le taux de natalité était à l'époque de 2,9%. Et il prévoyait de 3% en 85 et de 3,5% en 2000. Et on prévoyait que la population du Cameroun allait être de 16,5 millions en 2000 et de 40 millions en 2025. Donc les projections étaient là. Au niveau des zones urbaines, notamment Douala, Yaoundé, les grandes villes, vous avez entendu parler de la zone Nilon. La zone Nilon, il y avait la mailloture. Les gens ne savent peut-être pas que la mailloture avait déjà fait des terrains, aménagé des terrains pour cela. Le président Abia, il est venu, il n'en a plus tenu compte. Vous avez vu le quartier Madagascar à Yaoundé, quartier même briqueterie. C'est-à-dire, il y avait plein de choses comme ça, même Bepanda ici. Donc, et l'insertion des jeunes pouvait passer également par l'aménagement des aires de jeu où on peut s'adonner à la pratique sportive. C'est dans la loi de 77 qui régit les communes. Donc, c'est les communes qui ont la charge de préparer les heures de jeu pour les enfants et tout. Maintenant, sur le plan de l'industrie, justement, c'était accompagné de programmes adéquation, formation, emploi. C'est-à-dire qu'à la longue, les étudiants qui sortaient du centre universitaire de Ngaoundéré devaient commencer l'auto-emploi, devaient se préparer déjà à l'auto-emploi, tout comme les ingénieurs agronomes qui sortaient de Tchang, et ainsi de suite. Donc, c'était, je veux dire qu'on accompagnait les jeunes aux nouvelles technologies qui venaient. C'est pour cette raison que vous verrez que toutes les grandes villes, contrairement aux pays comme le Sénégal, il y a eu des grands pôles, Bamenda, Beya, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Bertois. Donc, il y avait des pôles de développement dans toutes les provinces, comme on appelait notre pôle. Alors, en zone rurale, Charles Hamel, est-ce qu'on ne peut pas penser à une insertion qui intègre, par exemple, les métiers de l'enseignement aujourd'hui, puisque ceux qui sortaient des ENIEJ, parce que j'ai regardé un reportage sur une chaîne concurrente hier, de la réalité des enseignants qu'on appelle les maîtres de parents, où on vous dit qu'ils gagnent entre 15 et 20 000 francs. C'est-à-dire que j'étais dépassé. Sam Sévérin, lorsqu'on ne chassera pas tous ces blancs qui occupent des postes sensibles au Cameroun, les choses ne changeront pas. Très bien, les blancs, mais aussi tous les J'ai dit, non, Sam Sévérin, j'ai dit tous les blancs qui occupent des postes sensibles dans cette république. Conseiller technique de ceci, conseiller spécial de ceci. Tant qu'on ne chassera pas tous ces blancs qui occupent la gestion du livre au Cameroun, on n'enseignera rien. On ne changera rien dans l'éducation au Cameroun, sans Sévérin. C'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, tant qu'on ne va pas limiter la création des lycées et collèges, nous n'allons pas recadrer encore ce pays. Trop de lycées sont construits sans élèves, sans matériaux. On envoie les enfants. Ils vont se former pour aller où? Tant qu'on ne repensera pas à l'orientation scolaire, Sam Sévérin, on ne va former que des gens qui vont faire logistique et transport, banque microfinance, histoire, géographie, sociologie, psychologie, philosophie. Pour aller où, Sam Sévérin? Pour aller où? Nous avons besoin plus du technique que de la pensée. Parce que même nos intellectuels ont échoué. Je suis désolé. Sam Sévérin, baladez-vous. C'est discutable. Non, c'est discutable. Tout est discutable, Sam Sévérin. Ce n'est qu'un avis. Et nous généralisons nos avis. Ce n'est pas des avis personnels. Allez à Ebolova, à Tokyo, allez à Kenzu, Sanchu, Gari Gombo, Yokadouma, Baturi, Bertois. Allez même en Kolbikwan, ou ici juste à côté à Bamengui. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la terre qui manque. Ce n'est pas les espaces qui manquent, mais c'est des problèmes. C'est des problèmes d'investissement, c'est des problèmes de conceptualisation et d'adaptation qui manquent dans ces zones. Sam Sévérin, connectez-vous sur Facebook tout de suite. Vous allez voir les jeunes qui vendent le foléré en ligne sur Facebook. Vous allez voir les jeunes filles qui proposent le lait au Sam sur Facebook. Vous allez voir dès 11 h sur Facebook des gens qui vous disent que ce jour, j'ai préparé et filme un plat de nourriture, le couscous gombo. Seule la qualité du gombo et la viande posée, quand vous mettez le numéro de téléphone en bas, vous appelez, venez me livrer au bureau et vous consommez, Sam Sévérin. On ne compte pas le nombre de personnes, toujours sur la toile. Et ce n'est pas des vieux, hein, c'est des jeunes qui le font, Sam Sévérin.
Vous avez des femmes qui font le poisson braisé, qui filment le fourneau sur lequel elles le font, qui postent. Et les gens commandent depuis les bureaux, on vient les servir. Livraison à domicile. Ça, c'est les jeunes. Oui, non, permettez-moi, Sam Sebene, il faut que les Camerounais comprennent que la jeunesse fait, et la jeunesse se bat beaucoup, mais il n'y a pas d'accompagnement pour cette jeunesse. Vous avez les jeunes, ceux qui voyagent, qui font la route du centre, sud-est. Vous avez des jeunes qui sortent tous les jours sans Sévérin. Lorsque vendredi, samedi, dimanche arrive, vous avez les tomates au bord de la route, vous avez les goyaves au bord de la route, vous avez les papayes au bord de la route. Les gens ne vont plus au marché, c'est des jeunes qui sortent des champs avec cela sur la tête pour venir vendre. Ça veut dire qu'on a une jeunesse qui veut travailler et une jeunesse qui doit être accompagnée. Voilà. Je suis en cela pour dire Sam Sévérin et je vais finir avec l'autre. Nous avons les pommes de France, ce qu'on appelle aujourd'hui pommes de France, qui ne sont plus commercialisées en France depuis, qui ne sont plus achetées depuis la France. À une certaine époque, c'était en Afrique du Sud. Et depuis peu, c'est dans certaines zones du Cameroun où on cultive les pommes qui sont revendues sur notre marché camerounais. Ça, c'est encore des jeunes. Nous avons Eric Niat. Eric Niat qui a fait une expérimentation du raisin Sam Sévérin sur des terres. Le raisin a pu pousser en terre africaine. C'est dit que nous ne pouvons pas. Nous avons des villes en Europe. Bordeaux, on sait qu'on fait du bon vin. Nous avons des villes où on fait en Europe du bon fromage. Lorsqu'on parle de telle ville, on dit là-bas c'est le fromage, là-bas c'est le lait, là-bas c'est X. On peut le faire au Cameroun si véritablement l'argent qui a été donné, on a des dotations financières qu'on a fait sont acheminées à bon port et non derrière des véhicules, derrière des fonctionnaires qui vont à la mission, qui vont ponctionner cela avec des locations. Voilà le problème du Cameroun, Sam Sévérin. Voilà, et on peut également ajouter, pour les encourager également, les jeunes développeurs de start-up qui sont par exemple dans le digital, comme on le rappelait tout à l'heure, parce que j'en connais qui développent vraiment des applications toutes nouvelles et novatrices, hein, mais qui ont besoin d'accompagnement des banques et autres. J'en connais même que j'ai pu visiter. Quelqu'un qui a créé, si vous me permettez que je cite son nom également, parce qu'il a créé quelque chose qui s'appelle Clappers. Et vraisemblablement, il est en train de vouloir mettre un partenariat avec des gens, soit de DHL ou bien d'une banque de la place également, dans le domaine du e-commerce. Mais ça ne suffit pas parce qu'il n'est pas accompagné. Le ministère du Commerce est derrière le projet, mais de façon tout à fait pas très affinée. Donc, je suis d'accord pour rejoindre votre opinion là, que la jeunesse camerounaise est imaginative. Je prends le dernier point. Nous avons le vin blanc. Oui, il y a des jeunes Camerounais qui se sont lancés dans le vin blanc pasteurisé. Ça n'a jamais pu porter des fruits. Ils sont allés même faire des séminaires, ils sont revenus en disant le vin blanc que vous buvez, on peut le pasteuriser, le faire consommer. C'est plutôt les gens des industries, c'est des industries, des sociétés braticoles qui ont tué ce projet. Donc, ça, vraiment, je dis, c'est pas donc, pour nous résumer, Megui, vous avez l'une des dernières paroles. Le Pager U, imaginé par les pouvoirs publics, donc c'est une invention comme parmi tant d'autres qui vise à bluffer la jeunesse sans réel contenu. Bien, on est désormais habitué à ce genre d'initiative, je vais dire quoi, pratiquement, peut-être pas fictive, je dirais pas jusque-là fictive, mais un peu fictive dans la mesure où on ne voit pas trop bien à quoi elles servent finalement. Parce que justement, les jeunes pour qui elles sont créées n'en profitent pas véritablement. C'est un projet agropastoral, mais je dis toujours qu'il faut penser justement à l'adéquation, formation, emploi. Vous ne pouvez pas appeler les jeunes justement à se jeter dans le milieu de l'agriculture sans qu'il y ait en aval une formation. Il faudrait quand même que déjà que l'État pense à former ces jeunes-là, que les coûts de formation ne soient pas onéreux, pour que si vous estimez que l'agriculture c'est un domaine très prometteur, mais écoutez, et que ça peut faire la force de notre pays, je crois que c'est tout le pays qui en profitera. Donc pourquoi pas mettre, je sais pas, des structures en place pour que le maximum de jeunes aillent se former, comprennent dans quoi est-ce qu'ils veulent se jeter. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de venir se lancer dans l'agriculture, oui, juste parce que le chef de l'État s'est placé comme ça, a fait un discours, l'agriculture, la terre ne trompe pas. Non, mettez véritablement les moyens en place et que ce soit effectif, que ce soit réel et pas fictif. C'était le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est lui qui pilotait, Zachary Pélévert, ce projet. Et en lieu de place de Pager, je ne sais pas, ou alors on peut même les maintenir, mais aussi créer donc des programmes qui peuvent accompagner les jeunes dans d'autres domaines. Non, moi, je serais contre l'existence et la pérennisation de ces pseudo-programmes qui n'ont rien donné. Donc, il faut les annuler, presque toutes, supprimer presque globalement toutes ces entités-là qui sont plutôt budgétivores, parce que quand vous voyez toutes ces personnes qui sont désignées à l'intérieur, je pense que
c'est plutôt au bénéfice de ces personnels qui sont désignés pour ça. occuper des postes. Les fonctionnaires camerounais qui adorent bien ces choses. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà, il faut dire au renouveau que ce qu'il y a fait pour le Cameroun, il ne peut plus le faire. Et quand on ne peut pas, on laisse. Donc le chef de l'État peut carrément démissionner, comme son illustre prédécesseur l'a fait. Et surtout laisser la bonne image de quelqu'un qui a essayé, mais qui n'a pas pu. Et reconnaître que c'est l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui qui doit primer pour qu'on aille vers une troisième république. Tendance, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, c'est que ça me regarde. Les jeunes, moi je vais dire au chef de l'État de veiller sur ça. Parce qu'il parle, mon père comprend. On a dit que les jeunes vont se développer. Le problème, c'est qu'il n'est pas là. Non, il n'est pas là, mais il va m'écouter, il va revenir. Il sait que les Camerounais ont besoin, on a envie de le voir. Les gars ont même faim. Certains Camerounais ont perdu le poids depuis qu'il n'est pas là, je sais. Mais je vais encore dire à mon père de voir clair pour ça. Tous les jeunes de Bafoussam sont des fermiers. La dernière fois, on a fermé les fermes à Bafoussam, on a dit qu'il y avait la grippe aviaire. On ne les a pas indemnisés. Qu'est-ce que ces gars-là deviennent aujourd'hui? Parce qu'après, on a traversé dessus. D'autres sont rentrés dans les villages. D'autres sont là, ils deviennent les agresseurs. D'ailleurs, que ce ne soit pas que vous agressez. Je veux que le père essaie de voir clair dans cette affaire pour dire que la dernière fois, on avait dit qu'il y avait la grippe aviaire à Bafoussam. Les jeunes se sont lancés dans la ferme. On est parti fermer tout. Est-ce que vous avez encore laissé les gars tranquilles? Non. Papa, ça c'est un projet que tu vas remettre encore dans les dossiers. Bon, moi je les encourage. Parce qu'on a oublié. Toute la jeunesse de l'Ouest, de Bouddha, Bafan et autres, à rester au village. Des fermiers. Ne pas tout le temps être tenté de venir à Douala, à Bépanda pour ne rien faire du tout. Donc, essayez de développer des opportunités là-bas qui peuvent vous créer de l'emploi sur place en espérant que vous serez accompagnés. Merci, on a franchi la première heure et on prend la pause avant la deuxième. Voilà, on repart avec la deuxième partie qui sera consacrée aux rubriques que vous connaissez. Mais on prend d'abord les avis des téléspectateurs avec vous, madame. Voilà, donc on a des avis de ce téléspectateur, un Kem Fongen depuis Sancho. Avant les indépendances en Afrique centrale, les Blancs, connaissant notre sol riche, ne nous avaient pas préparés à être des industrialistes. Voilà. Alors, si on chasse les Blancs du Cameroun, si on chasse les Blancs au Cameroun, les Blancs vont nous chasser du Cameroun parce que c'est eux qui ont le contrôle. Non, il n'a pas compris. D'abord, ici, on parlait des Blancs, comme on peut dire, peau noire, masque blanc. Donc, ce sont nos frères qu'on considère comme les Blancs. Ils considèrent qu'ils sont au Cameroun en terre étrangère. C'est de ça que Charles Lamel parlait. Ils ont des passeports étrangers. Ils ont des doubles nationalités. Et alors, s'il s'agit d'aider Yango, on va lui dire que tu as la nationalité américaine, alors qu'eux, ils sont presque tous des Français. C'est d'eux qu'on parle. Maintenant, non, il y avait un tissu industriel au Cameroun, qu'on ne vous trompe pas. C'est précisément, là, on va encore dire qu'on en veut aux Occidentaux, c'est eux qui ont empêché le tissu industriel de se développer dans notre pays. La preuve, notre banane était la banane la plus prisée au monde. Lorsqu'il faut privatiser, la première entreprise à privatiser, c'était l'Office camerounais de la banane, que le président Biya a confié aux Américains, alors qu'on pouvait le contenir dans le portefeuille de l'État. Précisément parce que là-bas, on lui a dit, non, il ne faut pas subventionner l'agriculture. Lui aussi, il s'engouffre, alors que les Américains, les Occidentaux, eux, ils subventionnent leur agriculture. Et on va vous apprendre à l'ESSEC que non, vraiment, les marchés s'auto-régulent. Ça ne s'auto-régule pas. Oui, la suite des messages. Voilà, donc bonjour à vous entendre. Il me semble que vous n'êtes pas dans ce pays, puisque la majorité des projets meurent avant leur mise en œuvre. Comment comprendre la promotion des cultures de rente au détriment des cultures vivrières? Combien de Camerounais consomment le café? Non, nous l'avons dit, justement. Nous, on a dit, comme on a dit pour le Premier ministre, que ça va échouer. Donc, on savait que ça va échouer. Bon, laissez le message. À propos de la colère de Charles Armel, voilà, je lui tire un coup de chapeau car il s'intéresse vraiment à tous nos problèmes. Je pense que nous devons faire preuve de lucidité dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est maintenant à propos de l'histoire du jour. Dans tout ce que nous faisons, la femme a toujours eu un rôle très important dans les sociétés traditionnelles africaines. Elle a toujours travaillé. L'idée même de dire que la femme est complémentaire à la... Pardon, que la femme est complémentaire... Je suis un peu perdue. À l'homme signifie que la femme a un rôle très important. La femme n'a jamais été l'objet ou devrait être l'objet d'un homme dans nos sociétés traditionnelles africaines. Les croyances que nous avons aujourd'hui ont contribué à la chosification de la femme et c'est ça le fond du problème. On voit très bien les références bibliques auxquelles vous faites allusion.
Francis de Arras. Merci, monsieur. Merci. Personne n'a parlé de chosification de la femme. Il faut éviter d'utiliser des grands mots parce que la femme est mère de l'humanité. La femme a tellement d'importance dans notre société qu'il n'est pas question de l'assimiler à quelque chose. Donc, ce n'est pas bien de parler de ce terme-là. Il ne faut pas travestir notre pensée, monsieur. Voilà, vraiment, les jeunes sont même assez intéressés par l'agriculture. Je vis à l'étranger sur 5, il y a 3 personnes qui rêvent d'acheter de grandes plantations au pays. Faites une enquête auprès des jeunes qui font affaire dans nos villes. Vous vous rendrez compte des projets agricoles des jeunes. Alors, Sam Sévérin, je vous prends un exemple simple. Nous avons dans la seule ville de Douala environ 7000 Maliens qui font du cafétéria. Tous ces Maliens ne commercialisent pas le thé, encore moins le café camerounais, mais privilégient plutôt le commerce fait par les Maliens, le café fait par les Maliens. Vous entrez là-bas, vous allez vous rendre compte, vous aurez l'impression de la boîte, lorsque vous voyez la boîte, que c'est un café que vous connaissez. Pourtant, à l'intérieur, ce n'est pas ce qui est, c'est quelque chose qui est commercialisé par les grossistes maliens. Pour vous dire que si on n'arrive pas, le ministre du Commerce n'arrive pas à imposer le café camerounais au propre Camerounais, mais nous sommes en train d'aller où, Sam Sévérin? Voilà un exemple basique. Ça, c'est bien vu. La suite. Voilà, si les femmes travaillent aujourd'hui, c'est parce que les hommes sont en train de faillir à leurs obligations. Ils deviennent de plus en plus, irresponsables. C'est discutable parce qu'on ne trouve pas la majorité des hommes qui sont irresponsables. On va prendre la suite de ce programme avec, à présent, la revue des réseaux sociaux. C'est toujours avec vous, madame. Merci, Sam Sévérin. Donc, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, on va entrer malheureusement avec une note triste. On va parler de la mort de Léonard Seké, le mythique entraîneur des années 80, camerounais, qui quitte ce monde. C'était hier, donc, à Douala, à son domicile, lundi 16 octobre, et il s'en va à l'âge de 78 ans. Léonard Seké a été un talentueux joueur des équipes mythiques comme Étoile de Manga. Il débute sa carrière d'entraîneur dans des clubs de grande renommée comme Léopard de Douala, puis PWD de Bamenda, Union de Douala et Caïman de Douala. Également entraîneur national et sélectionneur des Lions indomptables en 1993. Il réussit à qualifier le Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde USA 94 avant de se voir limogé le lendemain au profit du technicien français Henri Michel, qu'il repose en paix. Peut-être que je pourrais suggérer à la réalisation de ne plus trop insister sur l'image qui n'est pas à son avantage. Moi, je ne l'ai pas reconnu sur cette image. Ce n'est pas le Léonard Seké qu'on a connu, qui était quelqu'un... Parce qu'à ce niveau-là, vraiment, je crois qu'on a pris une photo d'une personne qui est déjà totalement... Justement, sans te couper, voilà, Sam Sévérin, justement, cette mort-là qui a fait remonter beaucoup d'émotions sur la toile et aussi beaucoup d'indignation parce que d'aucuns estiment qu'il a été longtemps malade et il aurait donc sollicité l'aide de plusieurs institutions, notamment le ministère des Sports et tout. Et donc, les internautes estiment que pour quelqu'un qui a autant donné au Cameroun, il n'a pas reçu l'aide, il n'aurait pas reçu l'aide souhaitable. Voilà, Bombok Bengan. Oui, Sam, on dit souvent au digne fils la patrie reconnaissante. Et vous serez d'accord avec moi que ni avec le régime d'Aïdjo, ni avec celui du renouveau, on ne reconnaît pas les dignes fils chez nous. Bon, peut-être aussi en faveur d'Aïdjo, il était allé lui-même accueillir Bessala, mais Joseph Bessala, premier médaillé olympique en 68, il est mort comme disons ça. Que le renouveau a toujours su prendre plutôt l'habitude de célébrer les victoires. Hein? C'est-à-dire que lorsque vous ramenez les trophées, vous êtes reçu sur tapis rouge au palais de l'Unité. Mais bien après, qu'est-ce qui arrive? Parce que même pour le cas de Roger Mila, lorsqu'il a fallu qu'il soit désigné ambassadeur itinérant, on se rappelle que c'est dans les valises, je crois, du président Chirac. C'est Chirac, tout à fait. C'est Chirac qui rappelle au président Biya que mais non, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Et il dit oui, mais attends, mettez-le quelque part. Non, sans pour dire quoi, un monsieur comme Seké, Léonard, quand vous avez entendu parler d'étoile de Mbanga, ça veut dire qu'à l'époque, Mbanga, c'était une ville industrielle. Peut-être aujourd'hui, on prend Mbanga comme un petit village, c'était une ville industrielle. Il y avait Union de Ndjombergle, de Konsamba. Donc, voilà les grands pôles de l'époque. Donc, voilà un monsieur qui est là, capitaine de l'équipe nationale de football, entraîneur de l'équipe nationale de football, qui nous qualifie à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis.
et on continue à vous dire qu'un entraîneur national ne peut pas entraîner les Lions indomptables, alors qu'on en a déjà fait. Donc voilà quelqu'un, déjà de monsieur, on ne les cherche pas, on parle prendre là où ils sont. Donc en fait, nous devrons, le ministère en charge des sports devait avoir un répertoire de tous ceux qui ont donné à notre nation ces lettres de noblesse. Ce n'est pas à nous de lui dire où se trouve Tokoto Jean-Pierre, mon coco de confiance, c'est lui qui doit les chercher. De la même manière, ils sont en train de jeter Eto'o aux gémonies et on ne sait pas au point où on va encore se poser des questions, alors qu'ailleurs on vous dit Ouéa sera président de la République. Donc ici, on ne les encadre pas, on ne les met pas là où ils devraient être pour servir de levier. Très bel exemple choisi pour le cas de Georges Weah, effectivement, qui a joué d'ailleurs, je crois, dans le Tonnerre de Yaoundé. Tendance, oui, Léonard Seke, bon, sans doute tu ne l'as pas beaucoup connu, mais il n'a pas forcément été professionnel, mais il a été un bon entraîneur, parce que moi, je me rappelais, c'était le genre de personnage agréable à interviewer, parce qu'il parlait très bien, mais sauf que même de son vivant, il subissait déjà les injustices. Parce qu'à peine a-t-il réussi à nous qualifier pour les États-Unis en 1994 qu'il a été limogé de son poste déjà. Je comprends ça. C'est que je ne connais rien en maths, en foot. Je ne connais rien en foot. Mais j'ai vu sur Facebook, comment on a publié ces photos, les gens ont dit, chacun a dit sa part. Papa, va et repose en paix. Moi, je vais encore dire à tous ceux qui nous regardent ce matin que si, quand quelqu'un est vivant, aidez-le si vous pouvez. Ce n'est pas que vous attendez le jour de la mort pour venir couler les larmes de crocodile. Comme je vis là. Le jour qu'il dit quoi que ça ne va pas, vraiment, même toi, si tu peux venir en aide, non, viens en aide tôt. Parce que si je meurs là, ce n'est plus pour revenir. Quand on part, on ne revient plus. Retenez cette parole. Je m'adresse même à tous les de le rappeler tendance. C'est mon témoignage. Parce que ce matin, Michel Kaham demande qu'il espère qu'il bénéficiera des obsèques dignes de ce nom. Bon, peut-être les obsèques. Ça me regarde. Le gouvernement pourra se rattraper à ce niveau-là. Il ne doit plus se réveiller pour voir ce qu'on va faire à son voilà. Donc, et ce qui me tente en Afrique, c'est que quand quelqu'un meurt, c'est tout que non, c'était quelqu'un de bien. Après, on s'est dit que telle personne faisait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, le jour de ma mort, pardon, je ne veux même pas mourir maintenant parce que je serai arrière-grand-mère. Mais sauf que l'homme, lui ne sait le jour ni l'heure. Comme du moment où je suis là, chers téléspectateurs, enregistrer mes dires. Parce qu'il peut descendre là pour faire quoi que cela. Merci. Non, attention, tendance. Si je veux que quelqu'un a mal à la tête, donnez pour moi, manger dans ma bouche. Quelle place peut-il avoir, Léonard Seke? Sam Sévérin, avant de parler de lui, je vais vous dire que Mbambok l'avait dit ici il y a quelques mois qu'il y a un nuage noir qui est au-dessus du Cameroun. Et je pense que ceux qui avaient écouté cela et qui l'avaient pris comme cela ne devraient pas le faire. Trop de Camerounais sont décédés dans la colère. Vous ne pouvez pas savoir, en Afrique on dit on n'enterre pas un mort en colère. Chez les Bamileke, lorsqu'un frère et une sœur ne s'entendent pas au point de se vouer la haine ou de casser l'igname, comme on dit chez les Yabassi, avant de mourir, on parle sur le corps avec l'arbre de la paix, on tape en disant que voilà, on arrange avant qu'il n'entre en terre. Tout à fait. Dans toute l'Afrique. Sam Sévérin, on arrange avant qu'il entre en terre. Nous avons eu le martyr, le grand génocide qu'on a connu au Cameroun dans les années de Braise. Les premières années de Braise où on a connu les génocides, beaucoup de personnes ont été tuées. On n'a jamais fait les funérailles. Nous avons eu une succession d'événements où on a perdu des Camerounais qui sont partis dans la colère. Jamais on n'a fait réparation. C'est grave, Sam Sévérin. Voilà encore un héros qui tombe après avoir supplié, après avoir imploré Sam Sévérin, demander de l'aide. Il ne demandait pas grand-chose. Aidez-moi. Combien de ministres se font évacuer ici à hauteur des centaines de millions? Voilà quelqu'un qu'on a préféré Henri Michel à lui. Parce qu'il a réussi à qualifier. On dit non, c'est un blanc qui va venir prendre. C'est le blanc qu'on met. C'était à l'époque de Bernard Massoua II. J'espère que Bernard Massoua II. J'espère que Bernard Massoua II. Non, c'était Bernard Massoua II. C'était le CPG d'Emmanuel Mvé aussi à la fin. Bernard Massoua II. Je pense que tous ceux qui tournent là, ils vont porter ça sur leur conscience, Sam Sévérin. Je vais de là pour dire, en 2011, comme l'a dit Migui, lorsqu'on le diagnostique son cancer de la gorge, c'était déjà tard. Il ne parvenait même plus à avaler. Il ne parvenait plus à manger. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne mangeait pas Sam Sévérin. Son fils, Bel Sekera, est parti jusqu'à organiser même une marche en France pour qu'on l'aide, pour collecter. Là, je pense que c'était la marche du cancer, quelque chose comme ça. On a collecté de l'argent. Je me rappelle à cette époque, j'étais à la radio, j'animais l'émission Ville en fait 10h, 12h.
On a parlé de cette affaire, Sam Sévérin, réclamant que aider ce monsieur, il est à mort. Ce sont ces derniers instants. Faites-le voyager juste pour une opération. Lui-même a dit de sa bouche que c'était on le chassait. Il a dit qu'on le chassait. Voilà. Voilà le mot qu'il faut employer, Sam Sévérin. C'est quel gouvernement qu'on a là? L'un de ses fils déclare même que c'est une délivrance pour eux et pour l'infortuné qui s'en est allé. Donc, on ne peut espérer que simplement son âme puisse reposer en paix et que de telles non, elle ne sera pas en paix, Sam. Surviennent plus. Elle ne sera pas en paix. Ne dites pas que son âme repose en paix. C'est une moquerie. Les gens meurent. Même Natacha Bissot, qu'elle fait comme ça, parce Voilà, qu'elle semble toujours le cancer, Megui. La vie, c'est même comme ça fait même Oui, c'est tout à fait dommage. C'est tout à fait dommage. C'est vrai qu'aucune mort n'est au-dessus d'une autre, mais je veux dire quand même que pour des personnes qui ont autant travaillé pour le Cameroun, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine reconnaissance, et ce, du vivant de ces personnes-là. On voit beaucoup je veux dire quoi, de distinctions qui sont données souvent à titre posthume. À titre posthume, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, c'est sûr qu'il pourra en bénéficier peut-être. C'est ça. Dans l'au-delà, ok, peut-être pour ceux qui pensent à l'autre monde qui existe là-bas, peut-être qu'il en bénéficiera. Mais je veux dire que ce n'est pas la première fois. On a nos artistes qui ont fait les beaux jours de la musique camerounaise. On a des sportifs qui ont fait des beaux jours de l'histoire du Cameroun, qui sont comme ça dans l'oubli. Je suis sûre même qu'on a une émission sociale ici, Regard Social, qui vient en aide à beaucoup de personnes, mais ces personnes-là peut-être voudraient même se faire aider, mais la honte aussi souvent, parce que venir comme ça pour quelqu'un qui a été à un certain niveau, venir comme ça solliciter de l'aide de la nation, on a eu des cas de la regrettée, justement la regrettée Lisati. Il faut dire que la regrettée Lisati, peut-être on est même aussi pratiquement allé la chercher. On est allé la chercher. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. On a Natacha Bissot qui vient de rendre l'âme, qui vient de rendre l'âme, qui a été... Anne-Marie Zi avait beaucoup souffert. Justement, elle au moins, je crois, même si ce n'était pas peut-être suffisant, mais elle a quand même bénéficié de l'aide, je crois, du couple présidentiel. On sort de cette information, on se résume, la patrie ne reconnaît pas trop ses fils. Il faudrait que les choses changent au Cameroun. Il faudrait que les choses changent au Cameroun. Très bien, il faut l'espérer. Rappelons simplement qu'il nous avait donc permis d'aller à USA 94. Voilà, c'était lui, l'entraîneur en chef. Avec ce match qualificatif, c'était en Guinée-Conakry, avec dans les rangs des noms comme Jean-Claude Pagal, Joseph-Antoine Bell dans les buts et François Mambiik en attaque. Et les trois joueurs avaient d'ailleurs été suspendus par le ministre de l'époque, je crois celui que vous évoquez. Mais il avait, lui, Léonard Seké, pris la responsabilité de les aligner. Et on a remporté ce match qui nous avait ouvert les portes de la Coupe du Monde, ce qui n'a pas empêché à ce qu'il soit limogé. Henri Michel, on connaît le résultat qu'il nous avait ramené de cette Coupe du Monde-là, à laquelle prenait part également Roger Mila pour la dernière fois aussi. Merci beaucoup pour cette information. On va passer à la prochaine. Voilà justement une autre info qui fait beaucoup jaser sur la toile, notamment Agbor Bala, Félix Agbor Bala Congo, qui fait beaucoup parler. Hein, justement, si vous allez sur sa page Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il a mis des photos où il est allé rendre visite aux personnes victimes de violences. Hein, je vais le dire comme ça, dans la partie anglophone, notamment dans le sud-ouest, parce qu'apparemment il a commencé une tournée et il a débuté par le sud-ouest, dans toutes les localités du sud-ouest où il y avait des malades, des blessés et tout. Il est allé au chevet de ces personnes-là. Et sur la toile, ça bavarde beaucoup, notamment les internautes font le parallèle entre cette attitude de Félix Agbor Bala et celle, par exemple, du ministre de la Défense qui s'est rendu, lui aussi, dans cette zone-là, mais plutôt à la rencontre des autorités, des élites locales et des forces de l'ordre. Et donc, on pourra voir les images donc, de M. Agbor Bala avec les malades? Malheureusement, je n'ai pas voulu mettre les images des malades parce que j'avais peur des réactions que cela pouvait susciter, parce qu'à la télé, ça fait un peu. Donc, mais voilà. Ce sont des malades vraiment dans un mauvais état. Voilà, justement. Donc, je ne voulais pas choquer les uns et les autres, mais ceux qui veulent peuvent aller sur sa page personnelle les voir. Alors, je rappelle quand même que les autorités de la République prennent en charge aussi dans les hôpitaux militaires essentiellement tous les blessés qui ont subi des sévices à l'occasion de ces tristes événements du 1er octobre dernier, que ce soit à Yaoundé, Douala et même dans les zones anglophones. Vous avez dit essentiellement, moi je ne suis pas d'accord. Ils ont trié sur le volet quelques malades pour venir faire bonne figure. Non, vous n'avez pas été là, Bombok Bengan. On a d'autres informations. On a écouté de la bouche du colonel Aben Bozo, qui est le médecin qui dirige cette unité à l'hôpital militaire de Douala.
Donc, il nous a assuré de ce que, bon, ils prennent en charge la totalité des malades qui arrivent à leur niveau. Qui arrivent à leur niveau. Vous avez dit l'essentiel, j'ai dit non, ce n'est pas l'essentiel. Ils ont sélectionné certains civils qu'ils ont traînés, qu'ils ont amenés là. Il y a quand même un hôpital de garnison à Beuya. Pourquoi les avoir transférés à Douala-Bonda? On peut les soigner là où on veut. Non, c'est pour faire bonne figure. C'est pour montrer que le gouvernement camerounais prend autant les civils qui ont agressé les hommes en tenue que les hommes en tenue qui ont été blessés sur le plan. Non, mais c'est déjà bien bon si de temps en temps, nous, à notre niveau, on ne peut pas l'apprécier de bonne foi et reconnaître quand une action non, vous ne pouvez pas. Quand un malade est pris en charge, moi je crois que c'est bien de l'affirmer. Ils ont dit qu'ils sont en guerre contre les gens qui font la sécession. D'accord, même moi je ne suis pas pour la sécession du Cameroun. Mais quand vous engagez dans une guerre, il y a les conventions de Genève. Ça dit quelque chose. Ce n'est pas le Cameroun qui vient là. Ce n'est pas le colonel Bozo. Ce n'est pas le ministre Betty Assomon qui vont créer aujourd'hui les conventions de Genève qui existent depuis les années 40. Ça veut dire quoi? Pourquoi n'a-t-on pas laissé la Croix-Rouge et les journalistes aller là-bas regarder eux-mêmes pour apporter, là on aurait donc vu comment les forces de maintien de l'ordre avec leur garnison militaire allaient se déployer pour sauver les vies. En Dieu du il ne fallait pas sélectionner des gens pour les amener là et présenter les caméras. C'est le terme sélectionné qui moi me dérange. Oui, parce qu'on ne peut pas assumer ça sur parce que le même à Bombala. Ils ont sélectionné sur quel critère? Vraiment, parce que bon, faut pas nous faire dire des choses qui peuvent nous attirer des ennuis. On n'a pas la preuve que ça a été pas des sélectionné. ennuis. Ça n'attire pas de problème. À Bombala, sur sa page Facebook, vous avez vu, c'est pourquoi ne les a-t-on pas pris? Ce n'est pas là le problème. Vous pouvez bien prendre ce qu'ils veulent prendre en fonction des disponibilités qu'ils ont dans leurs hôpitaux. Mais moi aussi, je m'insurge contre cette promotion-là qui voudrait que, parce qu'on a soigné quelques civils. Mais il faut dire qu'ils les voir, ils sont dans des hôpitaux. Hein. J'ai dit oui, mais pas à la garnison ici. Même pas dans la garnison militaire là-bas. Okay. Pas. Mais maintenant, il a sorti une autre photo, il a fait une autre déclaration qui, moi, me chagrine. Et précisément, c'est ça qui me mène. Il dit, derrière le stade Moliko, apparemment, les forces de maintien de l'ordre gardent une zone où il est interdit d'entrer, précisément parce qu'on a c'est un sujet délicat, vraiment. Voilà. Il faut préserver la sécurité de la nation et celle-ci est toujours jusqu'à ce que le régime change. Ils auraient dû utiliser les balles en caoutchouc. Du pouvoir en place qui a son agenda. Oui, alors, ils auraient dû utiliser les balles en caoutchouc. L'information d'ailleurs, l'information dont on parle, c'est le cas de Arbor Bala. Quel est le sens de sa démarche? Alors, Sam Sévérin, avant de rentrer, permettez-moi de rebondir. Vous êtes à la maison, votre enfant pose un acte vraiment qui dépasse votre entendement. Sam Sévérin, je ne sors pas. Je ne sors pas, Sam Sévérin, j'illustre pour vous. Vous fouettez cet enfant à ceci que la chicole lui laisse des fouets, des traces ensanglantées. Lorsque cet enfant reviendra vous montrer que papa voit, regarde comment tu m'as blessé, quel sera l'esprit que vous aurez, vous? C'est vous qui allez mettre l'alcool ou c'est votre femme, votre épouse, sa maman? Il ne reviendra pas vers vous. Il vient faire un appel, Sam Sévérin. Donc, je passais par là pour que vous compreniez véritablement que vous ne pourrez pas être le bourreau et le réparateur à la fin. Pour dire quoi? Pour dire, Sam Sévérin, que l'action qu'il est en train de monter, d'ailleurs, c'est même des questions qu'on se pose au niveau du Sud-Ouest, que la majeure partie des jeunes se posent au niveau du Sud-Ouest. Oui, nous sommes pro-dialogue, mais il y a encore des familles qui pleurent. Il y a encore des jeunes qui sont en brousse, qui sont blessés en brousse. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas rentrer de peur qu'on les arrête, Sam Sévérin. Non, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui vivent en brousse. Il faut les faire sortir. Est-ce que nous sommes à l'époque du maquis? Qu'ont-ils fait? Je crois qu'il faudrait aller déjà dans ce premier point. Une action comme celle posée par Maître Félix, ce n'est qu'une action louable. Et je suis un peu désolé qu'il soit seul aujourd'hui parce qu'on aurait bien aimé voir des gens comme Hilaire Kamga se jeter lui aussi dans la masse. On aurait bien voir des gens du Kwasik. Non, Sam Sévérin, permettez-moi de dire qu'on aimerait bien eux aussi les voir parce qu'ils connaissent parader sur Facebook. Tous connaissent parader, faire des directs sur Facebook, sur les plateaux de télévision. On aimerait bien voir tous ces acteurs de la société civile descendre sur le terrain et dire nous, on ne se contente pas des chiffres qui ont été donnés par le rédac. Nous sommes descendus sur le terrain, nous avons vu les malades dans les hôpitaux, nous avons vu les malades touchés dans les hôpitaux, on a touché du doigt. Il y a des listes qui sont en train de se balader. On dit voilà la liste des personnes qui ont été victimes et tout. C'est dans les hôpitaux qu'on va maintenant prendre compte. Et si même il y a des gens qui sont en brousse, il faudrait aller de ce côté les faire sortir. Merci Charles, tendance. Président Sam, ça c'est un sujet que je ne voulais plus parler. C'est très sensible, donc c'est tellement sensible que je me connais avec ma bouche parce qu'il parle trop. Donc, c'est mieux que tu passes la parole à Megui.
Oui, mieux tu passes à part Megui parce que quand je vois comment mon pays est en train de mourir, les jeunes sont là couchés dans les hôpitaux, alors qu'on... C'est un problème sensible, ça ne me fait plus parler. Très bien. Megui, Alors, parle à ma place, Megui, justement, le gouvernement, dans sa ligne de défense, réitère que les forces et les éléments de l'ordre postés sur le terrain réagissaient normalement en guise de riposte à la représailles parce qu'il y aurait eu aussi des actes de provocation de la part de certains manifestants. Moi, Donc, pour protéger l'intégrité du territoire. Tout à fait. Moi, je suis toujours sur ma posture. Hein. Je n'encourage la violence, d'où qu'elle vienne. Voilà, bon, même le chef de l'État l'a dit. Voilà, justement, d'où qu'elle vienne. Que ce soit de la part des civils, que ce soit de la part des forces de l'ordre. Vraiment, je n'encourage pas la violence. Parce qu'il faut le dire, si les civils adoptent une attitude qui n'est pas bonne, ce qu'ils auront en face, ce sera une mauvaise attitude également, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Alors, les civils, autant que les forces de l'ordre, ce sont les enfants de ce pays. Parce que je suis désolée, personne ne voudrait entendre que parce que son fils est allé faire son travail dans le sud-ouest, il revient mort. Ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal. Donc les forces de l'ordre, ce n'est pas des extraterrestres, ce sont aussi des fils de ce pays. Et eux, ils détiennent la force légitime. Justement, parce que même dans la vie de tous les jours, on ne s'en prend pas à quelqu'un qui est en tenue. On respecte quelqu'un en tenue. Vous n'allez pas aller vous battre avec quelqu'un en tenue qui est peut-être en train de vous faire signer, je ne sais pas, un procès verbal parce que vous êtes en tort. Donc, il faut pouvoir respecter cela. Donc, moi, je veux dire, on peut réclamer, mais vraiment ne pas verser dans la violence. Et dans des situations pareilles, c'est bien beau ce que Maître Félix Agbor a fait, aller rendre visite aux malades. C'est un acte noble venant de n'importe qui, même pour ceux qui sont ici dans les hôpitaux. On peut aller leur rendre malade, c'est un acte très noble. Mais en matière de politique, franchement, je vais être sincère, je vais être honnête. Moi, ça ne m'émeut pas plus que ça, parce que généralement, dans des situations comme ça, il y a beaucoup de récupération. C'est chacun qui a de la recherche de positionnement. Donc, on ne sait pas qui réagit de façon sincère. On ne sait pas trop. Tout ce que je veux, c'est que tout rentre dans l'ordre. Mais pour le cas de Félix Nkongo Arbor-Bala, rappelons qu'il fait partie donc, des leaders du consortium qui avait été déchu et qui avait été placé en prison et ayant bénéficié récemment d'un acte de libération de la part du chef de l'État avec le docteur Neba et autres. Des noms comme Mancho Bibixi restent emprisonnés aujourd'hui, dont l'avocat Arbor-Bala est peut-être aujourd'hui dans la légitimité par rapport à une action qu'il peut poser en tant que leader. Dernière information rapidement. Voilà donc la dernière information. On va parler d'une personnalité camerounaise qui défraie la chronique quand même depuis un certain moment entre ses passages sur certaines chaînes de télévision assez mouvementées, entre ses déclarations, ou alors les déclarations faites par un chanteur bien connu de son amour envers cette personne qui n'est rien d'autre voilà, que Calixte Béala, l'écrivaine camerounaise que vous avez là sur votre petit écran, donc qui aujourd'hui en pleine situation de problème avec Jackie Nonda, voilà, la promotrice de l'école Le Paradis des Anges située à Makepe, c'est dans la ville de Douala. Donc le Paradis des Anges aurait donc porté plainte à Calixte Béala pour nuisance sonore, car cette dernière aurait donc son domicile qui jouxte justement cet établissement scolaire, et la promotrice estime que Calixte Béala mettrait donc beaucoup de musique, ce qui empêcherait aux enfants à côté de suivre normalement leurs cours. Mais Calixte Béala également a rétorqué sur sa page Facebook qu'elle est plutôt victime de cette école-là qui jouxte sa chambre, et que les enfants font beaucoup de bruit, il y a beaucoup trop de bruit, des bruits de fanfares, des bruits des cris et tout. Merci, et donc elle estime aussi également, elle a énuméré beaucoup de raisons, si vous le permettez, que cette école normalement devrait se trouver à Douala 3e et finalement physiquement se trouve dans Douala 5e. Juste une petite réaction, oui, tendance. Voilà. L'histoire. Moi, ça me dépasse, c'est un peu compliqué ça. Une femme Calixte Béala avait le bagage intellectuel et les enfants qui font des bruits. Du coup, je ne sais même pas comment il va répondre. Ok, très bien. Ça pose un problème
le problème de la construction des établissements scolaires. Il faut dire que cette école est pratiquement dans une mini-cité, il faut le dire. C'est dans une mini-cité. Aujourd'hui, que vous soyez au niveau d'Ancien Isère, que vous soyez au niveau de l'école de Feu Rouge Bességué, vous allez retrouver des écoles qui sont encastrées entre des maisons où lorsque les enfants sont à la cour, c'est invivable pour un malade. Pour un malade, quelqu'un qui souffrait d'un mal de la dent ou des maux de tête avec les cris des enfants, c'est un peu ça. C'est plutôt cette école qui est considérée comme une nuisance. Il n'y a pas que ça. Vous avez l'école Divine. Ici, au niveau de Bépanda, entrée Bépanda, vous avez cette école qui pratiquement est collée avec une mini-cité où lorsque les enfants commencent à se divertir, à crier dans les salles de classe, pour un peu que vous vous reposez à l'intérieur, vous ne parvenez plus à dormir. Donc, il faut repenser ça, M. Séverin, l'agrément, les techniques ou les processus d'octroi des agréments. Où est-ce que les écoles sont construites? Comment est-ce qu'elles devraient être construites? Où et à quel endroit? Parce que ça, c'est ça le problème. Et il y a une superficie même, parce qu'il faut de l'espace. Voilà. Et de ce quand vous allez vous imaginer des prix que les gens vont verser pour avoir la tranquillité. Les gens vont construire dans une zone et après on vous dit qu'il y a une école. À la sortie de cette école, imaginez-vous le nombre d'embouteillages que les gens se retrouvent à voir. Donc vraiment, ça me sévère. J'estime qu'il faut qu'on revoie cela. Comment ça peut se terminer, Megui, en 30 secondes, ce conflit-là? Ce conflit, notamment par une entente à l'amiable, c'est-à-dire qu'il faut dire que les revendications de Calix Béala sont légitimes. Également, la dame qui a déjà l'école implantée avec des parents qui y sont habitués devrait, devrait pouvoir comprendre que quand on cohabite, il faudrait respecter un certain nombre de règles. C'est-à-dire que dire aux parents des élèves de votre établissement que faites attention quand vous ramenez vos véhicules, ne garez pas par exemple devant l'entrée des autres habitants du quartier parce que vous fermez l'accès à leur maison. Ça peut être désagréable et créer des problèmes. Klaxonner, si vous êtes conscient de ce que votre école jouxte des maisons d'habitation où il peut y avoir des malades, faites donc en sorte qu'il n'y ait pas plus de bruit que ça. Voilà. Vraiment trouver... On va sortir de la question en rappelant qu'elle est bien mal partie, la promotrice de l'école en question, puisqu'elle a affaire finalement à une femme... comment on dit souvent, de poigne, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on en parle au vu de toute la notoriété dont jouait Madame Béala, d'origine camerounaise. Voilà, on va prendre Africam Shopping Complex à l'instant. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau. En gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, la beauté africaine avec Africam Shopping. Bienvenue à vous, Monsieur Jonas et Simone Coco. Bonjour. Bonjour Monsieur Sam, bonjour à tout le studio, bonjour à tous les adeptes de ce programme, le 10-12 Zénith, bonjour à tous les habitués d'Africam Shopping Complex International. On n'oublie pas les fidèles clients, merci d'être toujours présents pour ce moment de bien-être 100% naturel. Alors des produits de beauté aux produits de dégraissage, vous trouverez bien sûr satisfaction, des produits d'harmonie du couple pour rehausser un tout petit peu à votre vie intime, aux appareils de massage ultra professionnels. Tout ceci à vil prix, car vous le savez, chez nous, à Africam Shopping Complex International, c'est une affaire de tous. Alors, ce matin, nous allons commencer par s'adresser à ces personnes-là qui laissent, lorsqu'elles sont derrière ce signal devant, à travers le Big Bel Air, comme on dit au quartier, voilà, les bidons de 20 litres qui nous empêchent d'être assez swag, assez élégants dans nos belles chemises, ou encore les grossesses qui ne s'achèvent jamais et qui nous empêchent d'être hyper jolis dans nos robes si sexy. Alors, ce matin, nous vous présentons notre Vibro Shaper révolutionnaire. C'est une ceinture qui permet donc justement de brûler les graisses retenues au niveau du ventre. Une ceinture également très recommandée à ces jeunes mamans-là, cette femme qui vient de donner naissance et qui aimerait justement retrouver leur silhouette d'avant grossesse. Il suffira tout simplement de commander cette ceinture qui permettra non seulement d'aplatir votre ventre, également d'éliminer toute trace de vergeture. En plus de cela, participera
très bonnement dans l'évacuation du mauvais son de grossesse en vous évitant des effets indésirables, entre autres le ventre froissé, entre autres voilà un ventre qui tombe. La ceinture permet tout simplement d'affiner votre silhouette et de vous rendre plus séduisant et séduisante aux yeux de vos partenaires. On passe donc à un autre produit sur ce plateau. Il y a plein de maladies qui battent actuellement leur plein dehors. On va parler de l'hypertension, du diabète, du cancer, le mal gastrique. Vous avez cette boisson naturelle, braque organique, appelle ça de vinaigre Demoda, qui permet justement de vous mettre à l'abri de toutes ces maladies-là. Vous avez du mal à aller à la grosse commission, 4 jours, 5 jours, ça ne va pas. Vous êtes hyper constipé. Consommez tout simplement cette boisson 100% naturelle. En usage externe, elle permet également de brûler les boutons et sur le plan intime, agit également très efficacement. Alors là, ça concerne principalement les hommes. Cette boisson vous préserve de la prostate et d'une certaine manière vous rend actif. Voilà. Et elle permet tout simplement de maintenir vos robinets plus longtemps fermés. Pour des personnes qui veulent perdre du poids, il faudra l'associer au Slimming Capsule. Ce sont des gélules 100% naturelles dont l'efficacité est prouvée. Vous devrez donc l'associer au Apessa de vinaigre Demoda pour une perte de poids beaucoup plus efficace. Pour le plan intime, on parle là d'harmonie du couple. Pour des hommes qui veulent être actifs, qui veulent être puissants, qui veulent être forts, vous avez intérêt à consommer Active Man, qui justement est un thé naturel qui permet d'augmenter le taux de spermatozoïdes et d'une certaine manière permet de rendre l'homme explosif. Désormais, madame ne vous tournera plus le dos, au contraire, c'est elle qui en redemandera. On va maintenant passer à l'esthétique générale. Après une petite transpiration, on a franchement besoin de se rendre propre, de se nettoyer. À African Shopping Complex International des Room of SR Carambola Spa, la bonne santé du bain se conjugue à travers notre gamme qui est composée d'un gel de douche qui permettra donc de gommer votre peau en l'éliminant de toutes les peaux mortes, d'un savon, le SR Carambola Soap, qui viendra éliminer toute impureté ou encore toute imperfection de votre peau. Là, il s'agit du savon. Et pour parfaire tout ceci, voilà, il faudra utiliser la crème qui permettra de rehausser votre éclat naturel et rétablir également votre teint naturel pour ces personnes qui ont eu à user, voilà, à des huiles assez fortes, des produits cosmétiques chimique, on va le dire comme ça. La crème permettra tout simplement de ressortir et de rétablir votre éclat naturel. Alors, une gamme qui permet de raffermir, rajeunir et radoucir votre peau. Tous ces produits, vous les trouvez à African Shopping Complex International. Nous sommes au Bénin, Cotonou, derrière le stade de l'Amitié. Nous sommes à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Au Cameroun, nous sommes à la BP Cité, derrière la Total, en face paroisse Christ-Roi. À Yaoundé, face garantie voyage Sam. Rendez-vous donc, très chers téléspectateurs, à African Shopping Complex International des Roms au SR Carambola Spa. Merci beaucoup. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme, la beauté africaine. Là, bon, on va passer à interpellation à présent. Notre pays souffre tellement, il y a tellement de secteurs touchés dans notre pays, donc du coup, on peut avoir toujours des pluies d'idées là. Mais moi, je préciserai le niveau de l'éducation, vu que je suis peut-être un jeune étudiant. Bon, au niveau de l'organisation, lors du paiement, c'est très mal structuré. Puisque payer, c'est les frais d'étudiants, il faut passer peut-être des semaines, faire des tours. Donc je demanderai au gouvernement d'essayer de multiplier un peu les banques afin de faciliter la tâche aux étudiants. Et que l'État demande à l'État de faciliter les choses, de multiplier par exemple les structures de paiement. Vous voyez, bon, peut-être ici au littoral, on n'a que peut-être 2 structures. Oui, juste veut dire quoi, 2 banques, dont je ne vais pas préciser peut-être le nom, qui sont
spécialement conçu pour ces frais. Donc, s'ils peuvent multiplier d'autres, afin que les étudiants soient un peu libres. Parce que là, vous voyez, rendez-vous compte qu'on rencontre les trucs comme la corruption un peu. Puisqu'il faut peut-être d'autres perçoivent de l'argent pour se faire enregistrer. Vous voyez, c'est pas normal dans notre pays. Donc nous ne voulons pas ça. Oui, interpellation avec vous, Mbombok Mbengan. Sam, notre compatriote a relevé là le problème, un des problèmes qui a mis l'huile au feu pour la question anglophone. N'oublions pas qu'il s'agissait des inscriptions des étudiants à l'université de Buea. La connexion Internet ne passait pas et on a vite fait de demander aux étudiants retardataires d'ajouter 10 000 francs, alors que, comme il dit, il n'y avait pas assez de points d'inscription et de paiement de frais. C'est le problème qui se pose. Maintenant, nos universités d'État ont signé des conventions avec quelle banque? À comment on devrait payer? Voilà un problème d'ordre, j'allais dire, institutionnel qui se pose. Maintenant, donc, voilà, je ne sais pas, on n'a que nos yeux pour pleurer. Est-ce que si vous avez seulement 2 banques à Douala avec une université et toutes ces grandes écoles, des facultés grandes écoles qui ont plus de 25 000 étudiants, et vous leur dites, vous avez 10 jours pour vous inscrire, pour payer les prêts de scolarité, vous soyez sûr qu'il y aura des bousculades et il y aura des retards. Voilà le problème qu'il pose. Donc je pense que les autorités de nos universités d'État, comme dit Tendance, ils ont compris le problème, ils ont pris le problème à bras le corps. Espérons qu'ils en causeront. Oui, Tendance, la question donc, des bousculades au niveau des paiements des frais d'inscription. Oui, Charles, il faut voir comment les élèves là se réveillent tôt, Sam, pour aller s'inscrire à l'école. Il y a seulement une banque à Douala où on inscrit les enfants. Il faut que les enfants se réveillent à 2 h du matin, 3 h du matin pour aller faire la queue. Parfois même, ils n'arrivent même pas. Et parfois même, ils ne s'en sortent plus. Et parmi eux, là même, il y a tous les gars qui soutiennent même derrière. Parce qu'on fait même la queue, on ne sait plus qui est qui. De deux, encore un problème de la corruption. Ça se passe comment que quand on veut inscrire les enfants à l'école, on donne encore 10 000 francs sur la scolarité. Mais vous voulez mettre les parents à terre. Les parents sont là, ils ne mangent même pas d'abord bien. Même pour envoyer les enfants à l'école, on se met corps et âme. Mais mettre encore 10 000 francs au-dessus, c'est vouloir nous tuer. Donc, mon père va encore prendre ça en note. Ça fait 2 problèmes que j'ai posés ce matin à mon père. Le problème des infirmiers de Bafoussam et le problème des étudiants qui font la queue, c'est seulement dans une banque qui partent se faire inscrire. Ça fait 2 problèmes qui est dans la boîte. Merci bien, c'est enregistré. Donc, Meggy, oui. Mais oui, c'est connu hein, que pour s'inscrire, payer ses frais d'inscription pour ce qui est des universités publiques surtout, c'est un véritable chemin du combattant, un parcours du combattant. C'est extrêmement difficile, c'est décourageant. Moi, je me rappelle à l'époque où on allait dans la banque, je ne sais pas si je peux la citer à la BICEC, à l'époque, c'est là où on allait s'inscrire. Les rangs étaient maintenant c'est grave, oui, kilométrique et plusieurs rangs, c'est-à-dire que vous arrivez très tôt le matin et vous avez pratiquement 150 personnes devant vous. Et vous devez rentrer à l'université pour pouvoir suivre les cours. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'administration camerounaise ne veut pas s'arrimer véritablement à l'informatique, je ne sais pas trop, au digital et tout. Aujourd'hui, on fait des transferts d'argent par rapport sur certains supports et ça marche quand même bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre un système en place qui fasse que les élèves, justement, puissent aller envoyer de l'argent, je ne sais pas, par ce qu'on sait, ces méthodes qui existent aujourd'hui, et que ça rentre dans un compte précis et que même de façon électronique, il leur est délivré un reçu qu'ils iront tirer à partir, je ne sais pas, qu'ils recevront dans leur adresse, leur boîte mail, et qu'ils iront tirer, je ne sais pas, ça peut se faire pour éviter ce que je vois dans l'enceinte. Mais je dois rappeler que même dans les années 80-90, Charles Hamel, c'était toujours un calvaire hein, pour se faire inscrire à l'université, même quand elle était unique en Goïkele, hein, c'était toujours un parcours de combattant. C'est de là où je vous dis qu'il faut chasser tous ces blancs. Il faut les chasser. Ceux qui vont en Europe faire des copies pâles pour venir faire une pseudo-adaptation au Cameroun. Lorsque vous réussissez même à vous aligner, vous arrivez à l'intérieur, vous voyez une banque qui a prévu 4 guichets et donc 2 guichets qui fonctionnent. Un guichet pour les clients de la banque, un guichet pour ceux qui viennent s'inscrire.
avec une femme qui est au guichet, qui est entre deux mouvements, est au téléphone, est sur WhatsApp, est sur Facebook. Et qui va fermer le guichet et qui va fermer le guichet d'abord à 11h45 pour sa pause et à 16h sans jamais être remplacé. Mais on est en train d'aller où là? Oui, on va s'inscrire via les moyens mobiles qu'on a mis sur pied de transfert d'argent qui ont réussi à rapporter étrangement 870 milliards au Cameroun, 870 milliards avec nos différents opérateurs en 2 ans. Ça, il faut vous le dire, Sam Sévérin. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir très rapidement des lois pour travailler dessus, mais quand c'est pour le terrorisme, à l'immédiat, on s'action crée. Je vais terminer en disant, Sam Sévérin, que comme laisse ces jeunes-là où ils sont, vous aurez même essayé avec cette affaire via de transfert, la mise à jour sera un problème épineux. La mise à jour, déjà avec les différentes factures, vous payez avec les factures pour l'énergie et eau, avec ce système en place, on vient vous couper. Lorsque vous allez revendiquer, on dit que non, la mise à jour des systèmes était lente. Merci bien, c'était interpellation. On passe à la suite, à présent en ayant un autre partenaire sur ce plateau. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Bazar de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Bazar, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Bazar. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Bazar chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de partie. Avec les tricycles Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Voilà. Le représentant de Grand Bazar est sur ce plateau. Bienvenue, bonjour monsieur. Bonjour Sam, bonjour aux téléspectateurs de télévision Equinox. Bonjour à tous les tricycleurs et aux propriétaires des tricycles. Il est important ce matin pour nous de vous rappeler la particularité du tricycle Bazar. La particularité du tricycle Bazar, c'est que le moteur 200cc avec réducteur montre la puissance et le turbo qui est dans le moteur. La carrosserie spacieuse qui est capable de transporter jusqu'à 126 casiers de bière. Le gros pont avec Boster qui peut supporter les charges lourdes jusqu'à 40 sacs de ciment dans la carrosserie. Les 6 mois de garantie ou 6000 km. La disponibilité des pièces de rechange et un service après-vente prestige de qualité assuré par des techniciens chevronnés où les pièces sont à moindre coût, Sam. Voilà, qu'en est-il de l'entretien? Avant de parler de l'entretien des tricycles Bazar, en plus de ces raisons qui vous permettent de porter votre choix sur les tricycles Bazar et l'Infant, en plus des nombreux bonus que vous recevez gratuitement après l'achat, en plus de la grande tombola où à 80% vous êtes propriétaire de 2 tricycles en achetant un seul, Grand Bazar vous octroie une garantie de 6 mois ou 6000 km. Pendant cette période de garantie, votre tricycle est entièrement pris en charge sans que vous ne payiez un seul radis. Chez Grand Bazar, c'est satisfait ou remboursé. C'est pour ça que nous avons mis sur pied un service après-vente prestige de qualité et un service d'intervention mobile qui peut venir vous retrouver sur place pour vous dépanner en cas de panne. Sam, maintenant vous venez à votre question de l'entretien. Grand Bazar, c'est 15 ans d'expérience au service des tricycles au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale où il est d'ailleurs le représentant exclusif de la marque Bazar et l'Infant en Afrique centrale. Vous recevez à l'achat votre tricycle et également une fiche d'entretien pour le suivi des vidanges. La période du rodage du moteur y est mentionnée. La vitesse maximale pendant le rodage également y est mentionnée. Le rodage, en bref, est à 40 km après que vous ayez acheté votre tricycle.
tous les conseils et pratiques relatifs à l'entretien de votre tricycle, ils sont mentionnés sur cette fiche. N'hésitez pas à demander cette fiche lorsque vous achetez votre tricycle pour assurer la longévité de votre moteur, la solidité de votre tricycle Bazar ou tricycle L'Infant chez nous à Grand Bazar. Le service après-vente que nous vous annonçons est situé non loin des Néo Ndokoti. Grand Bazar est à la direction générale, vient de mettre sur pied au feu rouge Bessengue un autre service après-vente Prestige à la direction générale où vous pouvez désormais vous diriger là pour regarder, admirer les techniciens qui sont là pour vous satisfaire à Grand Bazar et nulle part ailleurs, Sam. Monsieur Tambo, vous êtes le responsable de la communication de Grand Bazar. C'était la présentation de ce matin, donc pour cette campagne qui se poursuit et qui va vers sa fin pour les tricycles et motos de marque L'Infant et Enfant. Merci, à la prochaine. Merci Sam. N'oubliez jamais qu'avec les tricycles Bazar et L'Infant chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Bazar de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Spécial 243 17 63 10. Avec les tricycles Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Voilà, je dois rappeler que le peuple camerounais devrait normalement se montrer de tout cœur avec le peuple de Somalie, parce que c'est situé sur le continent africain. Nous avons appris depuis le week-end dernier le drame survenu. C'est une vraie tragédie. D'ailleurs, les mots ne sont pas assez forts. De suite d'une explosion des terroristes, des islamistes Shebab, ayant donc entraîné un bilan total de 300 morts aujourd'hui. Et ces 3 jours de deuil national de ce côté-là, je dois le reconnaître, le continent africain ne sortira finalement donc jamais de cette série macabre avec ses cataclysmes et autres catastrophes. Mais Guy, on va aller vers la fin de ce programme avec les tout derniers messages rapidement. Voilà, donc, ce message qui nous dit, avant de penser à distribuer des casques aux mototaximens, que le président finisse d'abord avec sa promesse faite aux étudiants par rapport aux ordinateurs. On a cet autre message qui nous dit salut les camarades, vous gonflez la réalité de la situation des régions anglophones. Je vis à Boya, mais tout n'est pas vrai. Qui a d'abord envoyé les jeunes braver les forces de l'ordre? C'est Raymond à Boya qui signe ce message. Qui a envoyé les deux. Ça veut donc dire que les forces de l'ordre ont tapé au moins sur les jeunes qui les ont bravés. Voilà. Donc, cet autre message, merci pour ce que vous faites déjà. Il faut dire que M. Léonard Seké n'a jamais été supporté de son vivant. Ce n'est pas à sa mort qu'on va se préoccuper de son cas. Nous ne pouvons qu'avoir une pensée pieuse à son endroit, n'en déplaise aux décideurs de ce pays. Il restera pour nous un grand homme. Alors, bonjour Sam Sévérin et tout le panel. Les obsèques grandioses vont servir à quoi à partir du moment où M. Léonard Seké a passé, je pense, 16 ans étant malade avec des services rendus à la nation? Non, vraiment, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et dire que le jour de la levée de son corps, on viendra déposer la médaille sur son cercueil. Non, non et non. Courage à la famille. C'est Jean depuis Ngaoundéré. AIB, Académie internationale de beauté, une école au service de l'emploi jeune. AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétiques, coiffure, dermocosmétiques et bien d'autres, tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP. Toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail. AIB, au service des soins corporels, des produits high-tech tels que le scanner, la micro-needling, le jet de soins. AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que à AIB, une formation égale un emploi. École des majors vous attend le 10 octobre. Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB, votre école.
Voilà, on va donc parler en une minute de AIB International pour sortir avec vous, Constille Amine. Bonjour. Alors d'accord, déjà bonjour Sam Séverin, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin le concept Salaka pour parler de la rentrée académique 2017-2018 dans une école de formation professionnelle pas comme les autres, à savoir l'AIB, l'Académie internationale de beauté qui accueille depuis plusieurs années des étudiants du Cameroun et même de l'Afrique centrale. Alors ce matin, chers téléspectateurs, nous allons vous rappeler que les inscriptions se poursuivent bel et bien tous les jours de lundi à samedi, quel qu'en soit votre niveau d'études, quel qu'en soit bien sûr vos compétences, quelle qu'en soit votre disponibilité. Cette école vous accueille bel et bien dans ces salles de cours entièrement modernes, dotées bien sûr de matériel de pointe et surtout de dernière génération. C'est donc l'occasion pour quoi je suis là ce matin pour interpeller tous les téléspectateurs de cette émission, pour attirer l'attention de tous les parents, pour attirer l'attention de tous ceux et celles-là qui sont à la recherche d'une formation à fort potentiel d'emploi. Pour dire tout simplement, se former c'est bien, mais se former à l'Académie internationale de beauté c'est encore mieux. Pourquoi se former à AIB et non ailleurs? Parce que quand on se forme à AIB, dès la fin de votre formation, vous êtes intégré directement dans le monde de l'emploi à travers nos nombreux partenaires en esthétique, en cosmétique et en coiffure qui nous accompagnent tout au long de l'année académique. Parlant bien sûr des formations que vous retrouverez du côté bien sûr de l'AIB, je rappelle que nous avons 4 types de formations. Nous allons commencer tout d'abord par cette formation-là qui fait courir plus d'une personne, l'esthétique cosmétique. Ah ben oui, c'est vrai, je dis bien l'esthétique cosmétique est donc l'une de nos formations du côté bien sûr de l'AIB. À côté bien sûr de cette formation, on a bien entendu la coiffure. Et quand on parle bien sûr de coiffure, on parle bien entendu de la coiffure mixte hommes et femmes. On va également rappeler que pour ceux ou celles qui veulent devenir des véritables professionnels du cosmétique, que ce soit pour la fabrication, c'est-à-dire des produits cosmétiques, pour la commercialisation, pour la représentation des produits cosmétiques, AIB est donc le centre par excellence pour cette filière de formation, à savoir la filière cosmétique. On va également rappeler que pour cette année 2017-2018, nous innovons en mettant sur pied une nouvelle filière de formation que vous aviez longtemps demandé, vous l'aviez longtemps sollicité. Plus besoin d'aller du côté bien sûr de Paris, du côté des États-Unis d'Amérique, du côté du Canada pour avoir cette formation. Retenez que sur place au Cameroun, grâce à AIB, vous avez la possibilité d'apprendre l'esthétique médicale. Et je rappelle que AIB est situé en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. AIB, c'est l'école qu'il vous faut. AIB, c'est l'Académie internationale de beauté, recommandée bien sûr à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, tout en vous rappelant également, chers téléspectateurs, que le coût de la formation dans cette école ultramoderne, dans cette école spacieuse, dans cette école aérée, dotée des enseignants qualifiés et disponibles, est à la portée de tous. Parce qu'on va dire, tiens, c'est à Bonapriso. Non, vous savez, quand le concept Salaka communique pour un produit, pour un service, c'est que le produit se veut très très moins cher. Donc je rappelle que le prix de la formation est très très Salaka, contrairement à ce que vous allez recevoir après votre formation. Donc n'hésitez surtout pas, chers parents, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes en Konsamba, vous êtes à Beaumonan, vous êtes au Tchad, au Gabon, appelez nos numéros de téléphone et venez vous inscrire directement à l'Académie internationale de beauté parce qu'après votre formation, vous avez droit à un emploi. Parce que AIB, c'est un contrat emploi et bien sûr formation que nous signons avec tous nos apprenants. Merci et surtout rendez-vous à l'Académie internationale de beauté AIB située à Bonapriso derrière le supermarché Champion ou alors appelez à nos numéros de téléphone. Merci. Merci bien et voici qui met un terme à cette autre édition du Zénith sur Equinox Télévision. Excellente suite des programmes et à bientôt.